Et ne me prenez absolument pas pour exemple, je ne suis pas un exemple. Doumbé, je sens que c'est la catégorie de la personne qui veut partager aux autres. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est à fond dans sa religion. Toi, tu te serais plaint à l'arbitre pour l'épine? Non, pas du tout. Non. Non, franchement non. Si j'ai ta mentalité là, moi je vais aller nulle part, tu vois. Ouais. Il faut être champion avant d'être champion. Les coups de poing, en réalité, tu peux dire ce que tu veux. Même Doumbé, il en a mangé des très très bonnes. J'ai des photos en 4K où il a sa mâchoire qui est en train de se faire... Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais refusé un combat de toute ma vie. J'arrive avec la mentalité de je fais ce que j'ai à faire, je prends mon adversaire au sérieux, je viens pour le détruire. Baki, ça dit quoi? Bah ça va, tranquille et toi? Bah écoute, ça va, je te remercie beaucoup d'être là aujourd'hui. Avec plaisir, c'est la deuxième fois déjà. Ouais, c'est notre match retour, Ouais. on peut dire ça comme ça. C'est ça. Ouais, je suis ravi de te revoir. En plus, il y a de l'actualité, donc on a matière à discuter. Écoute, bon, ton nom c'est Baysangour Shamsudinov, pour ceux qui ne te connaissent pas. À mon avis, il y a plus grand monde en France qui te connaît pas, tu vois. Donc j'ai pas envie de faire ce qu'on avait fait sur le premier épisode, à savoir ton enfance, ton parcours martial. Je pense que c'est un peu une perte de temps, tu vois. Donc j'invite les gens, si certains ne te connaissent pas dans mon public, parce que moi le fait est que j'ai pas un podcast MMA, si tu veux. J'ai un podcast généraliste avec plein d'invités différents. Donc il y a éventuellement des gens qui ne te connaissent pas, mais je préfère qu'ils aillent d'eux-mêmes voir le premier épisode, plutôt que de te faire répéter ce qu'on avait déjà dit. Notre premier épisode, il date, septembre 2023. Ouais, ça fait 1 an et demi. Ouais. 1 an et demi, ouais, à Dubaï. C'était à Dubaï, ouais. C'était à Dubaï. T'es revenu depuis, je crois, t'es entraîné Je un suis peu. revenu une fois, ouais. C'était récemment en plus. Ouais. Ouais. Pour Khamzat. Ouais, c'était pour un peu d'entraînement. J'avais aussi un peu des trucs à faire là-bas et donc j'étais revenu. Mais je suis pas resté longtemps, je suis resté une semaine. Ok. Des trucs à faire perso ou Ouais, des trucs perso, papier, tout ça, tu vois. T'as une boîte là-bas ou des trucs? Ouais, on commence à se développer un petit peu là-bas, tu vois. Ouais. Donc voilà. À terme, le projet, ça serait de bouger à Dubaï ou pas? Non, même pas en vrai. Parce qu'en France, je suis bien aussi, tu vois. Et Ok. c'est ici qu'il y a ma famille, c'est ici qu'il y a mes collègues d'entraînement et tout ça. Mais on essaie d'être un peu partout, tu vois. Donc voilà. Et puis il y a peut-être un réseau là-bas MMA aussi qui commence Bien à sûr, se faire. ça commence à se développer et franchement c'est bien, j'ai beaucoup de contacts là-bas dans le milieu du combat. Ouais. Il y a des gens qui viennent aussi de partout dans le monde, donc c'est vraiment top pour s'entraîner, rester concentré. Et franchement j'aime bien. Ouais, t'aimes bien. Bon écoute, les fans hardcore de MMA, ils te connaissent comme je dirais le prodige du MMA, un peu français. C'est un peu, en tout cas, quand... Ouais, bah franchement je sais pas trop comment ils me voient eux, mais Bah, en tout cas depuis que j'ai commencé c'est un peu comme ça qu'on me définit, ouais. Ouais, clairement. Hein. En tout cas, quand t'as commencé à péter, comme on dit. C'est ça, parce qu'en gros mon arme principale c'est que je suis jeune par rapport à par rapport à mon accomplissement, donc forcément... T'as 23 ans là, c'est ça aujourd'hui? Hein. C'est ça, ouais. Donc Ouais. forcément on me voit un peu comme un prodige. Donc maintenant c'est à moi d'assumer et de montrer que c'était pas des espérances pour rien Ouais. qu'ils avaient envers moi, tu vois. C'était pas que des spéculations. Exactement. Et le grand public, je dirais, ceux qui sont pas MMA, ils te connaissent pour le fight que t'as fait avec Cédric Doumbé, on y reviendra après. Ouais, un Qui gros t'a, je fight. pense, vraiment mis en lumière, encore une fois, pour les non-amateurs de sport de combat. C'est vrai. Et tu la vis comment, du coup, cette nouvelle célébrité, un petit peu... Ben franchement, en vrai de vrai, ça change pas grand chose pour moi parce que je suis un gars assez simple. C'est-à-dire que je vais à mes entraînements, je rentre chez moi. Tu vois, je suis pas un gars qui sort beaucoup, donc pour moi, en réalité, ça change pas grand chose. C'est bien parce que ça m'apporte sur le plan financier, ça m'apporte sur le plan valeur de combattant dans le marché du MMA. Mais sinon, dans mon quotidien en tant qu'homme, ça change pas grand chose à ma vie. Je m'entraîne toujours tout autant. Tu vois, c'est toujours pareil. Plus de gens, quand même, qui te reconnaissent, les photos, les sollicitations. Oui, beaucoup plus. Ouais. Beaucoup plus. Tu réponds à chaque fois volontiers. Ouais, j'essaie de faire de mon mieux, tu vois, pour satisfaire tout le monde. Après, parfois, tu peux pas, mais, Ouais. mais j'essaie toujours de faire plaisir aux gens si je peux, tu vois. Mais c'est pas un poids, quoi, finalement, cette notoriété. Non, franchement, non, ça va. En plus, les gens, ils sont assez respectueux. Ce qui est bien, c'est que, tu sais, quand t'es connu pour être combattant, en vrai, on t'embête pas trop. Je pense, en vrai, pour certaines personnes qui sont devenues, entre guillemets, célèbres grâce à autre chose, que ce soit via les jeux vidéo, via le streaming, via l'humour, etc., je pense que ça doit être plus compliqué parfois à vivre, tu vois. Tu veux dire que le statut de combattant va instaurer une espèce de crainte Bien de sûr. Pas de une pas crainte. dépasser les bornes, peut-être? Pas une crainte, mais je pense un certain respect, ouais. Et souvent, en vrai, même au-delà des combattants, même les sportifs en général, ils sont plus vus, tu sais, de manière professionnelle. Tu sais, c'est pas comme tu
Tu vois, un mec qui va faire de l'humour sur internet, souvent, la personne qui va regarder ça, il va ressentir une certaine proximité parce qu'il va regarder, il peut regarder par exemple un stream de 2 heures sur Twitch et tout. Donc il va vraiment avoir une proximité, ce qui fait que quand il va la voir dans la vraie vie, il va être beaucoup plus à l'aise que s'il me voit moi, alors que moi je suis un gars qui juste je me bats dans une cage, tu vois. Ouais, c'est en mode le streamer, c'est mon frérot, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, il y a déjà des célébrités avec lesquelles j'ai travaillé par le passé. J'ai déjà vu des scènes où il n'y a pas de respect, il n'y a pas de filtre. T'as le gars, il arrive par derrière, il te met la main autour de l'épaule et limite, il te force à faire le selfie, tu vois. On m'a jamais fait ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais on fait pas ça à un gars qui a les oreilles en chou, normalement. Hein. Normalement, non. On se mange un coup de coude direct, hein. Non, en vrai, même si on fait ça. Évidemment que non. Tranquille. Non, mais c'est voilà. Après, ça dépend toujours pesant. comment c'est amené la chose, tu vois. Donc, Ouais. voilà. Ouais, je vois. Bon, on est dans l'actu, là, on est début avril. Ouais, Il y a un combat qui a été officialisé, signé. ouais, c'est ça. C'est ça, hein, tu m'arrêtes si je me trompe. Le 16 mai, C'est ça. Thiago Lima, Thiago Lima, brésilien, brésilien. ceinture welterweight de la RES. C'est ça, c'est ça. T'es content du choix? T'es content de l'adversaire? T'en dis quoi? Ben, moi, je suis toujours content déjà parce qu'en premier lieu, je reviens. Enfin, après tout ce temps, tu vois. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas combattu. J'ai eu des petits problèmes de contrat. J'ai eu pas mal de petits soucis. Donc là, franchement, faire le retour, c'est bien. En plus, c'était frustrant parce que c'était une période où j'étais pas blessé. C'était une période où j'étais en forme, où je m'en suis beaucoup entraîné. Je me suis beaucoup amélioré. Chaque fois, j'avais envie de montrer un peu la différence. progrès, ouais. C'est ça, le progrès. Et du coup, maintenant, avoir la date, ça fait plaisir. Et alors, pour le choix de l'adversaire, je voulais prendre le champion actuel de la RES. Malheureusement, il y a eu une blessure de sa part. Et après, on a demandé beaucoup d'autres têtes du MMA, que ce soit en France, que ce soit dans la division RS, des gens qui montent, etc. Il y a eu pas mal de refus après pour diverses raisons. Et donc là, voilà, on a eu Thiago Lima, c'est un mec qui a un beau palmarès de 10-1, qui est très bien classé sur Fight Matrix. En réalité, il est 150e, tu vois. Donc ouais, c'est un bon combat. C'est un bon combat. Pour les gens qui connaissent pas, 10 c'est des victoires, Mm. 1 c'est des défaites. C'est ça, C'est ça, hein. C'est Et toi, t'es à 10-0. c'est ça, 10-0. Voilà. Donc sur le papier, c'est un match équilibré. C'est un match équilibré. On a à peu près le même nombre de combats, le même nombre de victoires, donc c'est un match équilibré, ouais. Après, j'ai vu qu'il a 10 ans de plus que toi. Ouais, c'est ça. C'est un striker, hein, c'est ça, box taille, je crois. Ouais, après j'ai vu qu'il a mis des soumissions aussi. Donc Ok. c'est un gars qui est assez complet en vrai. Ouais. Donc ouais, c'est un mec intéressant. D'accord. Parce que j'ai. Enfin, selon certains, apparemment, le choix ne plaît pas, tu vois. En fait, le choix il plaît pas parce que les gens ils s'attendaient au champion. Ouais. Mais le truc c'est que Klinkhammer le champion, c'est c'est ça? Klinkhammer le champion. Et le truc c'est que c'est pas ma faute en fait si le champion n'est pas disponible pour ce combat. En plus c'est dommage parce qu'il y avait déjà eu une annulation avec cet adversaire là. Après peut-être qu'on le recroisera, on sait pas, tu vois, à l'avenir. Mais voilà, donc finalement ils lui ont retiré sa ceinture. Mhm. Et ce sera un combat pour le titre. Donc c'est moi qui va faire le combat pour le titre, quoi. Donc tu lui prendrais sa ceinture indirectement si tu gagnes, c'est ça, hein? C'est ça. Mais je crois qu'ils l'ont déjà retiré du coup parce qu'il y a eu. Lui il l'a gagné déjà il y a un long moment. Mhm. Il n'y a pas eu de défense depuis un moment. Et au-delà de ça, maintenant qu'on lui propose d'enfin défendre sa ceinture après tout ce temps, parce qu'après je sais pas s'il a eu d'autres refus entre temps, tu vois. Mais là du coup après tout ce temps il est indisponible pour défendre sa ceinture. C'est comme ça partout, hein, même à l'UFC et tout, quand une personne est champion et ne défend pas sa ceinture pendant longtemps et est très souvent indisponible pour la défendre, bah on lui retire finalement. Mais il n'y a pas une ceinture intérimaire normalement qui se fait dans ces cas-là? Non. Quand la ceinture est déjà à quelqu'un et La que ceinture tu... intérimaire, c'est quand c'est le même problème, sauf sauf en plus court. Ça veut dire qu'imaginons le champion, il est indisponible pour 6 mois. Mhm. Bah, la personne les gros contenders de la catégorie, enfin les gros prospects de la catégorie qui veulent affronter le champion vont s'affronter entre eux pour gagner la ceinture intérimaire. Et d'une certaine manière, la ceinture intérimaire, c'est un peu la ceinture qui te dit c'est toi le prochain pour la vraie ceinture. Tu vois ce que je D'accord, veux dire? ok. Donc, C'est une demi-finale, quoi, limite un peu. c'est ça, ouais. En gros, c'est un peu ta garantie que tu vas affronter le champion. Sauf que là, quand c'est très long, bah, on retire la ceinture carrément. Par exemple, Conor McGregor, on lui a retiré sa ceinture. C'est logique un petit peu, non? C'est logique pense. un petit peu, on peut pas venir Une catégorie, c'est fait pour bouger, tu vois. Un classement, c'est fait pour bouger. Et un combattant se fait pour combattre aussi. Exactement, donc quand la personne est indisponible trop souvent. Après, c'est pas un problème pour lui. En vrai, tu sais, si c'est le vrai champion, il sait qu'il va le récupérer dans la foulée. Moi, je sais que si j'étais indisponible et qu'on me retire ma ceinture, que je m'en fous.
Dès que je Tu serai penses qu'il va te call out après ta victoire bah, en partant du principe s'il que tu le gagnes? veut, s'il le veut, ouais. Moi, ça me dérangerait pas, tu vois. Avant de parler un peu du futur, du coup, j'aimerais un peu que tu nous détailles, pour les gens qui ne sont pas familiers, même pour tes fans, à partir du moment où tu as un adversaire, que tu as une date, comment s'orchestre ta prépa à partir du moment où tu as signé le combat? Qu'est-ce que tu as implémenté dans ta prépa? Est-ce que tu prends d'autres coachs? Est-ce que tu t'entraînes plus? À quoi ressemble une semaine finalement un petit peu Alors, tu sais, on parle souvent du fait qu'il y a une bulle pour les combattants au moment où un combat est annoncé. Donc, que la personne va être dans une certaine bulle où il va être en préparation, il va y avoir la diète. Le fight camp, quoi, un peu. Exactement. Donc cette personne va être très concentrée, etc. Moi, je vois la chose un peu différemment. En fait, moi, ma carrière, globalement, je l'ai mis dans une bulle. Ça veut dire qu'en fait, ma vie, elle est dédiée au sport de combat, au MMA, à ma carrière, tu vois. Ça veut dire qu'en fait, même qu'il y ait un combat, qu'il n'y ait pas de combat, moi, je suis dans ma bulle. Je suis concentré sur ce que je fais, je suis concentré sur le progrès, sur progresser, devenir le meilleur combattant du monde. Donc, j'ai besoin d'être dans une bulle. Moi, mon objectif, c'est pas juste de gagner mon prochain combat. Ça, c'est mon objectif à court terme. Mais mon réel objectif, c'est de devenir le meilleur. Donc, je suis dans une bulle tout le temps. Maintenant, quand j'ai un combat qui est annoncé, l'objectif, c'est quand même de faire les choses étape par étape. Donc, je dois gagner avant tout ce combat-là. Pour gagner ce combat-là, je vais juste réadapter mon quotidien. Ce qui est bien, c'est que vu que je suis dans une bulle tout le temps, en réalité, j'ai pas de grosse différence qu'il y ait un combat ou qu'il n'y ait pas de combat, parce qu'en fait, je suis en préparation tout le temps. Donc en réalité, ce qui va juste changer, c'est que mes entraînements, ils vont être adaptés à mon adversaire. Donc ils vont être réfléchis pour cet adversaire-là. Il y aura aussi la diète en plus, qui du coup rend la chose plus difficile. Et après, voilà, il y a le délire de pression, tout ça, tu connais, mais tout ça, on sait gérer, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est ça qui se passe dans une préparation. Après, on arrive au combat, on fait le travail et ciao. Mais du coup, c'est qui t'as un head coach par exemple? Alors moi, j'étais jusqu'à présent au MMA Factory, Ouais. avec Fernand Lopez, etc. Fernand Lopez. Mais maintenant, c'est terminé. Donc maintenant, moi, je suis toujours avec mon coach Eddie Carda, Ok. de Sarrebourg là-bas, Ouais. vers Strasbourg, tout ça. Et sinon, quand je suis à Paris, je suis avec Nicolas Hoth, un ami depuis très très longtemps. Ok, je savais même pas que c'était ton head coach On se aussi. connaît depuis un moment maintenant. Depuis que je suis arrivé à Paris, en fait, avec le MMA, j'avais 20 ans. Aujourd'hui, j'en ai 23, bientôt 24. Donc, on se connaît maintenant depuis un moment. Et donc, voilà, je me suis dit que Nicolas Hoth, c'est la meilleure option. En plus, en ce moment, franchement, avec Nassourdine, il fait un travail qui est fabuleux. Moi, je le voyais toujours, son Il a le talent. vent dans le dos là, c'est fou ce qu'il fait. Bah, en fait, moi, j'ai toujours vu son talent de coach. Et je suis content, en fait, parce que maintenant, enfin, il récupère son dû, tu vois. Parce que franchement, c'est un coach qui est excellent. C'est un coach qui est compréhensif. C'est pas juste quelqu'un qui va venir et qui va avoir une vision du MMA et qui va dire, ok, on fait comme ça, comme ça, comme ça. Et il s'en fout de quitter, il s'en fout de ton style, non. C'est quelqu'un qui vraiment s'adapte à toi et qui va tout faire pour te rendre meilleur. J'ai déjà fait pas mal d'entraînements avec lui. Et franchement, c'est un gars bien. Donc je pense que ouais, pour mes prochaines préparations et même celle-là, dès que j'arrive sur Paris, c'est avec lui que je vais faire. Et donc, ce sera lui qui sera dans ton coin, le 16. Ouais, il sera dans mon coin. Ouais. Il y aura toujours aussi Eddie Carda, Ok. mon coach de toujours. Il y aura toujours mon frère aussi. Et voilà, tu vois, il y aura aussi sûrement mon préparateur physique Nabil. On sait pas, on peut être combien dans le coin, mais voilà, si on peut, voilà, toute l'équipe sera là, quoi. Il y avait des rumeurs à ton combat qui s'est pas fait la dernière fois. Je crois que Khamzat devait venir aussi dans ton coin. Ouais, c'est vrai. Bah, il était venu carrément. Ouais, mais il était pas dans le coin, si. Mais je l'ai pas combattu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Ouais, tu veux dire là où j'ai raté la pesée, tu veux dire hein? Oui, celui-là. Ouais. Bah, il était venu à l'événement, mais Ouais. du coup, j'avais raté la pesée. Ouais. Mais ouais, du coup, on a regardé l'événement ensemble, tu vois. Tu veux en parler un petit peu de cet épisode de la pesée ratée ou, On peut en parler si tu veux, moi ça ouais. me dérange pas, ouais. Ça me dérange pas. C'est à quel endroit, à quel niveau que ça a merdé, tu penses Bah, je sais pas si tu te souviens, j'étais à Dubaï du coup. Si, je me souviens. J'étais à Dubaï, j'étais en camp d'entraînement, j'aidais justement Khamzat pour sa Ouais. préparation et du coup j'ai eu mon combat qui a été annoncé en plein moment où j'étais à Dubaï et il a été annoncé mais pas non plus très tôt. Tu vois, ça veut dire qu'il a été annoncé, il me semble, souvent c'est 2 mois et demi avant, on me l'a annoncé 1 mois et demi, un peu moins qu'1 mois et demi avant. Ça Ouais. reste une date quand même acceptable en vrai, tu vois. Ouais. Normalement, Oui, c'est pas short notice comme on dit. c'est pas un short notice, on va pas abuser non plus, tu vois. Mais voilà, c'était entre les deux. Et c'est en fait ce entre-deux qui m'a eu en fait. Ça veut dire que je me suis dit, ah ça va, il y a le temps. Mais en fait, il fallait quand même se bouger là, tu vois. Et du coup, je suis quand même resté concentré sur la prépa de Khamzat pour qu'il puisse être bien dans son combat, etc. En plus, son adversaire, il a changé au dernier moment.
Donc voilà, et après au final, quand je suis revenu à Paris, en vrai ça se passait assez bien. Mon poids il était bien descendu, tout allait bien. Mais voilà, au dernier moment, quand on cutait le poids, il manquait 1 kilo, le corps il voulait plus rien sortir. T'étais déjà rincé, t'étais J'étais déjà déjà sec. On avait déjà sorti 6 kilos Ouais. en un soir. Hein. En un soir. 6 litres d'eau en un soir. Et le 7ème litre, il sortait plus. Avec le cutting, pour les gens qui connaissent pas, donc Ouais. déshydratation. Déshydratation. Et ouais, là, le dernier litre, c'était devenu n'importe quoi. Ouais. Du coup, si je me fais un peu l'avocat du diable sur ce que tu disais il y a 10 minutes, final, je suis toujours prêt. Bah là, ça peut-être certains pourraient dire, finalement, tu vois, Kik, t'es pas toujours prêt. C'est ça. Mais en réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas une question de prêt, pas prêt. Tu sais, quand on parle de bulle, préparation, combat, Lifestyle. lifestyle, Ouais. entraînement, etc. Le poids, c'est un autre truc, ça n'a rien à voir. Tu vois, le poids, c'est un truc. Quand je te dis que je suis dans ma bulle toute l'année, ça veut Ouais. pas dire que je suis au poids de combat toute l'année. Mhm, mhm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. On est des combattants, on a besoin d'une préparation pour arriver au poids, Ouais. ça fait partie du truc. Donc, C'est Nicolas Haute qui a encadré ton cutting ou pas? non, Nicolas Haute, j'ai déjà beaucoup parlé de cutting avec lui. Ouais, parce que je crois Surtout, qu'il est assez. il est très chaud calé au là-dedans. cutting. Hein. Il est très Ouais. calé dedans. Nicolas Haute, je me rappelle qu'au début, parce que moi, tu sais, bon, j'ai beaucoup géré moi-même au début. Ouais. Je lui demandais des conseils sur Instagram, je me rappelle encore. Mhm. Et sinon, là, pour mon dernier cutting, en réalité, c'est juste que je m'y suis pris bientôt. Tu vois, ça veut dire que là, pour Doumbé, on me l'a annoncé suffisamment tôt. En plus, tu sais, quand tu sors d'une pesée ratée, là, tu veux vraiment pas faire de conneries, donc tu restes concentré. Et là, c'était vraiment le cutting le plus facile que j'ai eu à faire jusqu'à présent. On a cuté même pas 2 kilos. C'est rien. Hein. Ah, c'est rien, c'était trop facile. Après, là, t'as une veste et tout, mais j'ai l'impression que tu restes un gars assez affûté toute l'année. Tu deviens jamais un gros sac. Non, jamais, jamais. Franchement, je suis jamais gras. Il y a jamais eu un moment où je voyais pas mes abdos, tu vois. Il y a eu des moments où j'étais plus lourd que d'autres moments, Ouais. mais il n'y a jamais eu un moment où j'étais dégueulasse, c'est pas possible. C'est quoi le plus gros écart que tu fais entre ton poids de compète, donc 77, enfin ton poids de pesée, c'est Ouais, ça, ouais, hein, c'est ça. qui est pas le poids de combat en l'occurrence, tout le monde le sait, mais et puis ton hors saison, on va dire, si tu montes à combien? Ouais, peut-être, je suis déjà monté plusieurs fois à 93, 94 kilos, ouais. Ok. Mais tout en restant propre. Tout en restant propre, ouais. Mais du coup, souvent, c'est relou parce que vu que t'es propre, il n'y a pas beaucoup de gras à enlever, tu vois. Ouais, tu te dis, je les enlève où les 15 kilos, quoi. C'est ça, c'est-à-dire que là, même là, maintenant... Là, je t'as suis- combien aujourd'hui? Là, je suis à 88 aujourd'hui, Ok. mais là, je suis kilos. vraiment sec. Ça veut dire que si je dois arriver à 77, ça fait encore 11 kilos à sortir. Ouais, c'est beaucoup, hein. Tu me regardes là, tu me dis, il n'y a pas 11 kilos à sortir. Ouais. Même le visage, ça se voit, il n'y a pas de flotte, Ouais, y a y a pas... pas de flotte, tu vois. Donc, après, mon alimentation au global, elle a changé. Ok. Ça veut dire que... Vas-y, ça nous intéresse, je pense. Ouais, ça. là, ça peut être intéressant. Tu sais, quand on parle. Tu sais, j'ai dit que voilà, moi je suis un gars toute l'année, lifestyle, entraînement, tout ça. Ouais. Mais j'avoue que quand j'avais pas de combat, j'aimais bien manger des Hmm. trucs voilà, bons, tu vois. Mais ouais, j'ai arrêté toutes ces bêtises. Ça veut dire que maintenant, même sur la partie diète, j'ai réussi à me discipliner toute l'année, combat, pas combat. Il n'y a plus de cheat meal. Il y a plus de. Enfin, c'est même plus qu'il y a plus de cheat meal. C'est qu'en fait, ça m'intéresse plus. Ça veut dire que moi, maintenant, je sais trouver du plaisir dans des aliments qui sont bons pour ma santé, tu vois. Non transformé, en l'occurrence. C'est ça. Ça veut pas forcément dire que je suis en déficit calorique, hein. Mhm. Non, non, Je au peux contraire. même être en surplus Bien calorique, sûr. mais jamais en mangeant des bêtises, tu vois. C'est-à-dire que même sur ma peau, au niveau de ma peau, j'ai eu des trucs qui se sont réglés, etc. Et franchement, l'alimentation, c'est quelque chose de très très important. C'est un peu l'essence que tu mets dans la machine, tu vois. Du coup, c'est quoi une journée type dans l'assiette de Baki? Franchement, moi, je mange beaucoup de... Mes glucides, moi, c'est souvent des pommes de terre et du riz. Tout ce qui est gluten, blé, je suis plus fan, tu vois, j'ai arrêté ça, donc pas de pain, etc. Pas de pâtes? Pas de pâtes. Ouais, moi, mes glucides, c'est du riz et des pommes de terre principalement. Des œufs pour les protéines, donc les lipides protéines, c'est les œufs, les huiles d'olive, tout ça. Saumon, Mais tu peux pas nous donner un avocat. matin, midi, Ah, soir, mais un moi, truc je mange vraiment... je mange pas toujours la même chose. D'accord. Ouais, je mange pas. Le truc vraiment qui revient souvent, midi, soir, c'est pommes de terre et poulet. Ok. Ou pommes de terre, poisson, tu vois. Souvent, ça revient le midi et soir. Moi, je suis un mec, je mange 2 fois par jour, je mange pas le matin, tu vois. Donc, midi, soir, je mange pommes de terre, poulet. Parce que quoi? Parce que est-ce que tu t'es dans ce qu'on appelle le fameux jeûne intermittent pour... En fait, je suis pas dans le délire de me dire, vas-y, je fais partie des gens qui font jeûne intermittent. C'est juste que je me sens bien comme ça, tu vois. Moi, souvent, j'aime bien manger après mon premier entraînement et après mon deuxième entraînement. Tout simplement. J'aime bien manger après l'entraînement, tu vois. Après, ça veut dire que si j'ai un entraînement qui est vraiment... je sais qu'il va être dur Mhm. le matin,
j'aime pas y aller non plus à jeun, j'aime bien manger un petit truc, Mhm. mais je considère pas ça comme un repas, tu vois. Quoi, genre une banane, un truc. Ouais, une banane ou un petit truc rapide, tu vois. Ok. Un peu d'énergie, quoi. Donc t'as une. Parce que ton frère Rassoul qui est en coulisses là, qui est monstrueux, donc qui Ouais. est plus dans Muscu, tout ça. la muscu, le bodybuilding, tout ça. Est-ce que vous communiquez? Est-ce il t'oriente un peu sur la diète, sur tout ça? Ouais, bah, il m'a beaucoup aidé, surtout au début, je me rappelle, parce que tu sais, moi je travaille avec Nabil depuis maintenant longtemps. Ouais. Mais avant ça, Rasoul, c'est lui qui faisait mes prépas physiques. Ok. Donc voilà, il a quand même fait partie du. C'est quand même lui qui a construit. Tu as construit la bête. Qui a construit la bête, tu vois. Et Après, on le sait en plus, enfin, les bodybuilders, Ouais. malgré tous les travers qu'ils peuvent avoir avec le dopage et tout, mm, restent quand même un petit peu des exemples sur la discipline alimentaire, les franchement, sacrifices. On s'en rend pas compte parce que du coup, c'est des mecs qui sont énormes. Ouais. On se dit, ouais, c'est des brutes, etc. Mais en vrai, c'est des cerveaux, ces mecs. Hein. Ouais, bien sûr. Ils sont ultra musclés, mais c'est des scientifiques qui connaissent leur corps à la perfection, tu vois. Bah, c'est pas possible d'amener un corps à des extrêmes comme ça de poids et de taux de masse grasse bas et tout sans. Alors évidemment, il y a le dopage. Mais bon, tu peux te mettre tous les stérols que tu veux dans le fion. Si tu manges de la merde toute la journée, il va rien se passer. Il y en a plein qui sont dopés, on le sait même pas. Ouais, ouais. Et on le sait même pas, et même s'ils nous le disent, on leur dit, mais frérot, t'es dopé pourquoi en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de discipline pour manger propre et du coup, Il y a rien, le ça veut dire physique est que- dégueulasse. Exactement. Ouais. Exactement. Donc t'as pas d'idée réellement de tes calories journalières, tu Ouais, mesures pas je sais que je tourne autour des 3000, 3002, tu vois. 3000, 3002. 3002, ouais, quand je suis hors combat. Parce qu'en fait, tu sais, moi je sais que mon métabolisme basal il doit être à 2100. Et mes entraînements de la journée, au quotidien, ça doit brûler à peu près 1000 calories. Tu vois, mes 2 entraînements, 1000, un peu plus parfois. En un plus, peu moins. non? En fait, ça dépend, tu vois. Moi j'aime bien. Je sais qu'à 3000, 3002, je suis sec. Ça veut dire qu'en fait, en mangeant ça, si je suis en léger déficit, ça me dérange pas, tu vois. Ok. Donc voilà, tu vois. Après, il y a des entraînements, tu sais, qui sont parfois. Il y a des jours où il y a des entraînements plus durs que d'autres. Mhm. Donc je préfère garder une moyenne basse sur mes calories plutôt qu'une moyenne haute. Ça me permet en fait d'être prêt s'il y a un truc, tu vois. Parce qu'en vrai, si tu prends une moyenne haute et que tu t'en rends pas compte, mais tu prends un peu petit à petit. Ouais, bien sûr, t'as un petit gras insidieux qui s'installe au fil des Exactement. mois. Et ça, et c'est tout. relou si t'as un combat d'un coup. Ça te prend 2 semaines de plus à enlever, tu vois. Ouais, ouais. Et ça, c'est 2 semaines, c'est énorme quand même. Et les 15 jours, 3 semaines avant le combat, tu descends de combien les calories à peu près, tu sais? Ouais, je descends bien là. Hein. Ouais. Là, je suis à 15 jours du combat, je sais même pas si je suis encore à 1000 calories la journée, tu vois. Ouais. Donc là, ça commence à être chaud. Ça commence à être vite le combat. J'espère qu'il passe, que je rentre Là, manger. tu rêves de manger, quoi. Tu rêves de manger. T'en tapes du combat, tu penses qu'à manger. Ouais, c'est ça. Hein. Tu t'attends la pesée plus que le combat. Ouais, ouais. tu vois. Ouais. Et pour recharger, du coup, c'est quoi ton truc favori après la pesée? Moi, je recharge avec du riz blanc. Ok. Voilà, on prend du riz blanc. Des dattes aussi, j'aime bien. Mhm. J'aime bien manger un peu des fruits, mais tu sais, des fruits avec des bons indices glycémiques, genre banane, tout ça. Mais après, j'en abuse pas. Et donc voilà, surtout du riz blanc. Une petite source de protéines blanches, Mhm. par exemple du blanc de poulet. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'avant, entre la pesée et le combat, l'objectif, ça va être en fait de remettre le plus rapidement, de remplir le plus rapidement ses stocks de glycogène. C'est pour ça qu'en fait, on va manger du riz blanc. Parce qu'en fait, c'est un bon bail, tu vois. Un bon bail, ça remplit rapidement. Éviter les légumes, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui se disent, vas-y, je vais continuer à être sérieux. Non, ça retarde la digestion. Exactement. Le mec, il se dit, tu sais, il connaît pas trop, il se dit, je vais continuer à être sérieux même après la pesée, je veux gagner mon combat. Du coup, il mange des brocolis. Sauf qu'en fait, non, faut pas manger des brocolis. C'est vraiment, s'il y a un moment, faut pas les manger, c'est maintenant. Exactement. Voilà. T'as l'air vachement éduqué et j'ai l'impression que t'as pris beaucoup en maturité depuis qu'on s'est parlé il y a 1 an et demi. Même les connaissances sur la diète, des choses qui finalement peuvent être apportées à un combattant par une aide extérieure, un prépa, un nutritionniste. J'ai l'impression que tu t'es vachement documenté ou que t'as appris beaucoup. Ouais, j'ai appris beaucoup. En fait, je me suis beaucoup débrouillé tout seul, tu vois, au début. Donc, j'ai eu beaucoup de moments où je m'étais documenté. Et quelque part, cette recherche que j'avais, parce qu'à la base, c'était un besoin pour ma carrière, c'est devenu un peu une passion. Ça veut dire que maintenant, ça m'intéresse de savoir un peu les dernières découvertes, les derniers trucs, tu vois. Et même, c'est ce qu'on parlait avec Nico, justement. On en parlait, je crois, il y a quelques mois. Il me disait qu'un combattant... En fait, il y a 2 types de combattants. Il y a le combattant qui est débrouillard, qui est autonome. Ça veut dire que maintenant, ce genre de combattant, c'est simple. Parce qu'en fait, à partir du moment où on lui dit quoi faire,
même s'il y a une galère, il va s'adapter, il connaît, il a les connaissances pour. Ok, il n'y a pas ça qui est disponible, je peux prendre ça. Il y a nanana, nanana, tu vois. Par contre, il y a d'autres types de combattants, malheureusement, on a l'impression qu'on doit les tenir par la main. Et ça, c'est compliqué, parce qu'en fait, à la moindre galère, le mec, soit il va t'appeler, donc si t'es pas disponible, c'est compliqué, ou soit le mec, il va choisir la facilité. Ça veut dire que il n'y a pas de riz disponible dans son resto où il est, par exemple. Ben, il va prendre, je sais pas, il va prendre un burger, le mec, tu vois. Il connaît pas. Et ça, c'est relou, tu vois. Ça, c'est relou, un combattant comme ça. Mais moi, je suis pas de cette idée d'être un combattant qu'on doit tenir par la main, tout simplement parce que c'est mon métier. Il y a quand même assez de moments dans la journée entre mes entraînements où je peux me documenter. Ça veut dire qu'on a de la chance de pas avoir un métier où on passe 10 heures au travail par jour, tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Nous, on a, allez, quand on s'entraîne bien, on a deux entraînements dans la journée de 2 heures chacun. Ça fait 4 heures d'entraînement. Entre ça, on a du temps. On a du temps. Et pourquoi je ne prendrais pas ce temps pour continuer à me faire progresser, mais sur d'autres plans ? C'est exactement la mentalité. Hein. De toute façon, c'est d'une parce que au final, pourquoi faire confiance à des gens, même si on doit tous faire confiance à des gens quand on est sportif, on a un staff, mais est-ce qu'au final, maintenant, à l'heure d'Internet, c'est pas intéressant d'aller chercher les idées soi-même, quoi, de croiser les informations, de vérifier ? C'est très facile d'accès. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la vulgarisation aujourd'hui. Tu regardes et tu t'embêtes même pas. Tu vois, Tu prends un chat GPT, tu lui dis explique-moi les glucides, t'as un truc incroyablement détaillé en 15 secondes. T'as même des vidéos sur YouTube. Ouais, bien sûr. Des mecs qui font des vidéos, elles sont magnifiques. Par exemple, moi j'aimais bien regarder à l'époque Fkan Kurnas. Ouais. Bah, il avait fait une vidéo sur chaque macronutriment. Ouais. Et il les expliquait en détail. En plus, c'est marrant, tu vois, le mec il rigole, tout ça. Et au final, à la fin, toi t'as appris des choses, t'as passé un moment. Et ouais, tu t'es diverti, t'as appris des trucs. Tu t'es diverti, voilà. C'est des trucs, c'est bien, tu vois. Du coup, en termes de skill un peu fighter, j'ai l'impression que t'axes beaucoup en ce moment sur l'anglaise. En tout cas, après, c'est avec les infos que tu mets sur Instagram, tu vois. C'est volontaire, c'est pour noyer les pistes parce que peut-être qu'en parallèle tu fais beaucoup de grappes, de lutte, ou c'était vraiment t'as mis une emphase sur l'anglaise? Je cherche pas à noyer les pistes, tu vois ce que je veux dire. J'ai jamais menti, voilà. Moi je fais beaucoup d'anglaise en ce moment, ouais, parce qu'en fait moi je suis un combattant qui aime bien faire des cycles. Ça veut dire qu'en fait si tu regardes quelques années en arrière, tu pourrais voir que je fais par exemple plus de lutte, plus de grappling, etc. Mais moi je suis un combattant, j'aime bien faire des cycles dans des compartiments du MMA pour m'améliorer drastiquement. Ça veut dire que au lieu de faire du MMA non-stop pendant 10 ans, je vais prendre par exemple un an où, quand j'ai pas de combat de prévu, bien sûr, je vais être focus sur la boxe anglaise pour atteindre un niveau qui va être professionnel en boxe anglaise, tu vois. Une fois que j'aurai par exemple fini mon cycle de boxe anglaise, je sais que quand je vais revenir en MMA et que je vais adapter ce style de boxe anglaise au MMA, bah, ce qui va se passer, c'est que j'aurai un avantage certain sur mon adversaire parce que jamais de la vie, un combattant MMA professionnel n'a le niveau d'un boxeur professionnel, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. En faisant ça, en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, je développe mon jeu sur tous les compartiments du MMA pour devenir, entre guillemets, un expert partout. Après, le MMA, faut se dire un truc, c'est que ça reste du mélange, ça reste du mix, tu vois, avant tout. Ça veut dire que même un mec qui a une boxe anglaise dégueulasse, il peut venir, il peut te toucher. Et ça, c'est important d'en avoir conscience avant tout. Ça veut dire que, bien sûr, sur un coup hasardeux, un mauvais coup, il peut me toucher. Mais le fait que j'en ai conscience, ça fait que je vais avoir une meilleure approche quand je vais affronter mes adversaires. Je sais que, stylistiquement, parce que j'ai fait ce cycle de boxe anglaise, je suis meilleur que mon adversaire. J'ai plus de technique, plus de réponses aux stimuli qu'il va m'apporter. Mais je prends pas la chose pour acquise. Je me dis pas, ok, ce mec c'est un combattant MMA, moi j'ai tourné avec des boxeurs pros, tranquille, ça va le faire. Non, là on a des gants de MMA. Il y a le fait qu'il peut te feinter une attaque aux jambes en mode lutte et te mettre une droite. T'es pas au courant de ça. Le fait d'avoir conscience de ça, ça fait que je prends le combat avec la bonne approche et je suis prêt pour le fumer, quoi. Et du coup, tu sens que tu as atteint un niveau où... Bah, après, tu dois le faire, j'imagine. Tu fais des sparring avec des boxeurs en anglaise? Oui, clairement, je fais des sparring avec des boxeurs pros. Ouais. Donc, et ça se passe très bien. Okay. Alors que c'est de la boxe anglaise et je suis pas un gars qui vient de l'anglaise à la base, tu vois. Donc ça se passe très très bien. J'ai trouvé mon style. Ça veut dire que maintenant... en plus, j'ai trouvé un style qui va bien avec mon gabarit. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'avant, moi, Tu décrirais comment ton style en anglaise? Plus un contreur, plus un attaquant? En fait, moi, je suis plus un mec qui met une pression. Ok. Et qui contre beaucoup. Mais qui peut aussi déborder la personne, la noyer, la fatiguer avec la pression. Ce qui est bien en plus avec ça, c'est qu'au-delà de ma pression en boxe anglaise, j'ai la lutte derrière. Ça veut dire que la personne, elle va vraiment être vite noyée. Si elle se retrouve contre la cage et qu'elle essaie de me faire des takedowns désespérés, elle va rater ses takedowns, elle va être fatiguée, la personne, tu vois.
Et du coup, il va devoir revenir en anglaise avec les bras encore plus congestionnés, se refaire allumer. Moi, je peux choisir de l'emmener au sol aussi. C'est un bourbier. En réalité, c'est un bourbier. Ça fait pas envie sur le papier, hein. Ça fait pas envie, tu vois. Et tu te sentirais de taper des Canelo, des gars comme ça en anglaise Bah, ou jamais de la à vie. quel point tu penses que le fossé, il est... Non, il y a un fossé. Ah, parce que je te demande ça, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est la mode de call out tout et n'importe qui. Je peux call out. Je peux venir et dire, ouais, ramenez-moi Canelo pour la caméra. Ouais, ça si peut tu être prends marrant. 40 millions et qu'il accepte, on sait jamais. Exactement. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, le t'as mec, il la- a dédié sa vie à la boxe anglaise. Moi, j'ai 23 ans, lui, il en a 32. Ouais. Même à 23 ans, le mec, il a affronté Floyd Mayweather. Ça n'a rien à voir, en fait, tu vois. Ouais, Ça ouais. n'a rien à voir. Bien sûr, en MMA, c'est une autre histoire. Mais en boxe anglaise, non, Canelo, c'est un autre monde. Ouais, j'ai l'impression que l'anglaise, à très très haut niveau, tu as beau t'entraîner autant que tu veux, tu prendras jamais un gars en anglaise dans son domaine, quoi. Non, franchement, non. À la limite, tu sais, chez les poids lourds, ça peut le faire parce que t'as vu Francis Ngannou, il a fait quand même un beau match avec Tyson Fury. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Après, je pense que surtout Tyson Fury l'a sous-estimé un petit peu. Ouais. Après, Joshua, il l'a remis à l'heure quand même. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, là t'as vu ce qui devait se passer en vrai, tu vois. Ouais, ouais. Donc, Je suis d'accord. Donc voilà quoi. Mais ouais, non, il y a un fossé énorme. Il y a un fossé énorme. C'est un gars, il est spécialisé dans ça. Tu vois, moi, je suis vraiment pas dans le. Tu vois, vu que je dédie ma vie que je dédie ma vie au MMA, je vais rarement te dire, il y a un fossé énorme avec un combattant MMA. Dans ma catégorie, je vais pas te dire, il y a un fossé énorme. J'ai tourné avec les tops de ma catégorie en sparring. Je vais pas te dire, il y a un fossé énorme. Bien sûr, ils sont meilleurs, ils sont au top du top. Mais en boxe anglaise, ça a rien à voir. C'est des spécialistes dans leur domaine, tu vois. Je t'avoue, je serais étonné si c'est peut-être une généralité, mais si un combattant de très haut niveau comme toi, qui aspire à être le meilleur fighter, comme tu l'as déjà dit plusieurs fois, ça serait étonnant que tu dises, ouais, il y a des gars qui me tuent, c'est sûr. C'est un peu. En fait, qui dirait ça? En fait, tu peux venir me critiquer en me disant, ouais, tu vis dans un autre monde. Ok, c'est bien. Mais en attendant, si j'ai ta mentalité là, moi, je vais aller nulle part, tu vois. Ouais. Il faut être champion avant d'être champion. Tu vois ce que je veux dire? Il faut être Ouais. champion avant d'être champion. Ça veut dire que si toi, dans ta tête, tu penses pas que tu peux battre toutes ces personnes-là ou que tu vas les battre, tu vois, il faut aussi avoir un projet long terme. Moi, c'est ça surtout qui m'a toujours aidé dans ma vie. C'est que je vois loin. Tu vois, je suis un mec visionnaire. Je me dis, ces gars-là, ils sont confiants et tout, mais je vais arriver à eux. Je vais arriver à eux, ça va être mon tour. Donc, il y a ce truc-là, tu vois. Mais si je dois avoir la mentalité de non, ah non, c'est quand même lui, il va me battre, non, je l'ai vu à la télé. Mais non, tu vas aller nulle part. Ça veut dire que quand tu regardes un UFC en ce moment, tu le regardes pas avec les yeux d'un fan, tu le regardes avec les yeux d'un potentiel adversaire futur. Exactement. Totalement. Donc dans l'analyse, dans l'analyse, prendre des techniques. Surtout les mecs qui sont dans ma catégorie. Ouais. Tu vois, tout ce qui est aux alentours de 77, que ce soit 77, 84, 70, moi je regarde attentivement parce que c'est ce qui ressemble à ce qui va se passer dans mes combats. Bien sûr, je vais pas regarder attentivement ce qui se passe en 57 kilos. Le débit n'est pas le même. C'est des mecs qui sont très très légers. En fait, tu peux pas comparer. Ouais, le cardio, tout, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce qu'ils ont moins de puissance, tu vois, Ouais. ils débitent plus. Les poids lourds, c'est pareil. C'est des mecs qui vont débiter moins. Faut pas en fait que tu te focuses sur eux, comment ils se battent. Mais dans ma catégorie et ce qui est aux alentours, ouais, je regarde beaucoup comment ça se passe, tu vois. Du coup, pour revenir sur ton combat qui arrive, tu sais, quand tu prépares une interview avec quelqu'un, tu regardes un petit peu. Moi, ce que j'aime bien, c'est regarder le contenu de la personne et j'aime bien regarder les commentaires un petit peu. Tu sais, ça donne une espèce de tendance qui vaut ce qu'elle vaut, à savoir une discussion de comptoir majoritairement. C'est-à-dire qu'un avis n'a pas plus de poids qu'un autre, mais j'ai vu des gars qui disaient Baki, c'est le champion qui a jamais donné un coup de poing, tu vois, par exemple. Ou peut-être qu'enfin, il va mettre des coups à son prochain adversaire. T'as quoi à dire à ça, aux gens qui disent ça justement, qu'il y aura un manque d'attaque, qu'il y aura un manque de productivité sur la boxe? En fait, le truc, c'est que faut savoir que déjà, il y a beaucoup de personnes parlent en fait sans avoir regardé mes précédents combats, tu vois. Ça veut dire qu'il y en a beaucoup, ils ont vu le combat contre Doumbé, ils ont vu que du coup le game plan c'était de la lutte, ils se disent mais en fait le mec, pourquoi il met pas de coup de poing, ils connaissent pas trop, ils savent pas c'est quoi la lutte, tu vois. Donc déjà, il y a beaucoup ce truc qui revient. Il y a beaucoup aussi cette image que Doumbé il avait donné de mec qui termine pas ses adversaires parce qu'en fait à l'arrêt à un moment j'avais enchaîné 3 victoires à la décision. Ça veut dire qu'en fait il y a eu un peu ce truc de c'est un mec qui fait des décisions qui était né. Mais en réalité si tu regardes sur papier, moi la moitié de mes victoires c'est des TKO. Tu vois, ça veut dire que tu peux dire ok je finis pas mais regarde les statistiques frérot, tu vois. Donc déjà beaucoup de gens parlent alors qu'ils sont juste pas renseignés. Beaucoup de gens pensent qu'en fait j'ai aucune victoire par finition, tu vois. C'est revenu plusieurs fois. Au-delà de ça, les coups de poing, en réalité, tu peux dire ce que tu veux. Même Doumbé, il en a mangé des très très bonnes. Et je peux te dire qu'il en a mangé des meilleures que moi j'en ai mangé, tu vois. Le mec, il est champion du Glory.
tu peux dire ce que tu veux, mais moi j'ai des photos en 4K où il a sa mâchoire qui est en train de se faire. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens. Et à son... Donc tu vois, tu peux dire que je mets pas de patates, mais j'en mets en réalité. Donc après, moi, tu vois, les avis sur internet, je les prends pas trop en compte. Pourquoi? Parce que là, en l'occurrence, ça doit être des mecs qui doivent être fans de Doumbé et qui veulent m'attaquer. Donc est-ce que j'en ai quelque chose à battre des gens qui racontent alors qu'à la base ils m'aiment pas? Franchement, genre, Rien à carrer. rien à carrer. Comme on avait dit dans le dernier podcast, on s'en fout de la vie de la grosse toute dégueulasse. Non, mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, on est d'accord. Et pour l'adversaire aussi, forcément, les gens ils ont toujours un truc à dire. Hein. Après, bon, je pense pas qu'on peut en vouloir au public, entre guillemets, d'avoir un avis. C'est le cas dans tous les sports, c'est le cas dans tout. Exactement. Mais du coup, j'ai l'impression qu'il y a un peu deux écoles. Il y a l'école de je pense, Stéphane, qui disent, en fait, tout le monde a peur de Baki, donc c'est dur pour lui d'avoir un adversaire. Et t'as peut-être tes détracteurs qui vont dire, ah, il prend encore un plombier, tu sais, la fameuse expression. Qui même d'ailleurs, ça m'a un peu agacé, je t'avoue, j'ai regardé le dernier podcast La Sueur qui faisait un peu l'introduction à ton combat. Et Guillaume, donc un des deux protagonistes du podcast, se marre à un moment et dit, ah, j'ai essayé de contacter l'adversaire de Baki pour réparer mon robinet, j'ai pas réussi à le joindre. Je sais pas, tu trouves c'est réglo déjà, premièrement, de se foutre de la gueule un peu ouvertement d'un adversaire comme ça, quand t'es un média, on va dire le média référence du MMA en France. Après, la sueur, eux, je crois que surtout ils répétaient ce qu'ils ont vu sur Twitter parce que c'était Oui, marrant. c'est vrai que c'était un peu du rebondissement à ce qui se passait. Rebondissement, donc en vrai, c'est pas des trucs qui sortaient de eux-mêmes, tu vois. Et après, tu sais, parfois, faut prendre les choses avec humour, tu vois. Et ce qu'il faut se dire, c'est que les combattants, surtout les combattants, enfin, je veux dire le public plutôt, le public en France, en réalité, eux, ils veulent voir du franco-français. Tu vois, ils veulent voir deux mecs qu'on connaît, que tout le monde connaît, qui s'affrontent. C'est ça un combat qui est intéressant. Et c'est pour ça que l'UFC ça vend. Parce qu'en fait, du coup, les gens, ils sont connus et ils se battent entre eux. Le problème, c'est que quand les bons combattants ici, bah, ils sont pas disponibles, tu veux faire quoi? Tu vois, ça veut dire moi, on me reproche de pas être actif. Mais quand je veux être actif, j'ai pas d'adversaire. Donc, quand finalement on m'en trouve un, on me dit que c'est un plombier. En fait, au final, non, mais ça n'a pas de sens, je suis d'accord. Je peux rien faire, moi. Ouais, tu peux rien faire, c'est vrai. Ils peuvent se plaindre autant qu'ils veulent. Moi, je suis là, je suis chaud pour affronter tout le monde. Le champion, il a 10-0. J'ai dit oui. Il y avait d'autres combattants dans la catégorie, des mecs qui étaient invaincus, qui ont 16-0. J'ai dit oui. Plein de mecs, j'ai dit oui tout le temps. J'ai jamais refusé un combat de toute ma vie. Dites ce que vous voulez, tu vois. Moi, je sais qui je suis. Et encore une fois, si on reprend son palmarès, 10-1, enfin tu vois, tu prends pas un gars qui est à 2-8, tu vois, par exemple. En fait, tu sais, il y a les constructeurs de palmarès. Donc, le palmarès aujourd'hui, ça veut pas dire grand chose. C'est vrai que 10-1, il y a des mecs, ça pourrait être des faux bons combattants ou des plombiers. Mais frérot, même Fight Matrix, il dit qu'il est bien classé. Ouais. C'est-à-dire que le mec, il est classé 27ème, c'est le 27ème meilleur combattant dans sa catégorie au Brésil. Le Brésil, c'est un pays de combattants. Le Brésil, c'est le pays du MMA à la base. C'est là-bas que c'est né, tu vois. Ça veut dire que le mec, il est 27ème de sa catégorie. Et je crois 170ème, il me semble, mondial, quelque chose comme ça. En fait, sur certains, ils disent 170, certains 150, mais c'est un très bon classement. Ouais. Même moi, je suis, je crois, 137. Ça veut dire qu'en réalité, c'est un combat qui a du sens. Ouais, c'est un combat équilibré, je trouve. C'est un combat équilibré. Bien sûr. Après, le classement, moi, je pense où je pourrais arriver prochainement, très rapidement. Toi, t'es dans le top 100. Largement. Ouais. Largement. Il y a des mecs du top 100 et c'est même pas un problème. Tu les bois? Je les bois. Du coup, qu'est-ce que tu... Parce que du coup, pareil, j'ai écouté un peu ce podcast. Encore une fois, hein, La Sueur, c'est La Sueur et ça regarde que eux, mais c'est en mode, ouais, Baki, en fait, là, il a pas le choix. C'est où il l'enterre ou, en gros, c'est la honte. J'arrive pas à être d'accord, moi, avec des avis, que ce soit pour toi ou d'autres. Parce qu'un combat reste un combat, on en parlait déjà en off, tu vois. Et de dire, encore une fois, que t'es pas combattant, ouais, si tu perds, c'est la honte. Je suis pas spécialement d'accord, tu vois. Tu veux dire que c'est moi je perds, c'est la honte? Ouais. Tu sais... Ça dépend de l'opposition. En fait, avant d'avoir fait le combat, tu peux pas savoir l'opposition qui va te livrer. Tu vois? Bien sûr. Voilà. En fait, moi je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc qui est intéressant. Tu vas comprendre. Tu sais, on parle beaucoup dans des podcasts, dans des médias du terme confiance en soi. Ouais, il faut avoir confiance en soi, machin. Nous, dans notre religion, une des invocations qui revient le plus souvent, c'est le fait de demander au Créateur d'éviter que moi, j'ai trop confiance en moi-même. Tout simplement parce que la confiance en soi, c'est traître. Tu vois ce que je veux dire? C'est traître parce que ça peut arriver à sous-estimer quelqu'un et ça peut arriver aussi à ne pas prendre en compte les choses qui arrivent d'un point de vue extérieur à toi. Imaginons le combat, il commence.
je suis meilleur que Thiago Lima, etc. C'est un plombier, comme ils disent. J'envoie un coup de pied, ça tape un genou, mon tibia il est cassé. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'étais meilleur, non? Pourtant, là, je me bats une jambe, je vais perdre le combat. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, il n'y a pas de combat gagné. Et là, les d'avance. gens ils vont dire quoi? Ils vont dire ouais, mais il a pas fait assez de muay, il a pas préparé assez ses jambes, il a fait trop d'anglaise. Raphaël Fiziev, qui est le mec, il fait que du Muay Thai, il s'est cassé le tibia. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, en fait, il y a des choses, c'est extérieur à toi. Tu peux faire ce que tu veux, c'est comme ça. Donc, non, il n'y a pas de combat gagné d'avance. Je vais arriver dans le combat, j'aurai la même pression que quand j'ai affronté Cédric Doumbé, quand j'ai affronté tous mes adversaires. La même pression, tout le temps. Pourtant, je vais devoir passer par-dessus. Je vais devoir m'en remettre au créateur. C'est pour ça qu'avant, je dis que je parlais de religion. C'est qu'en fait, tu veux pas avoir confiance en toi, tu veux avoir confiance en créateur. J'arrive avec la mentalité de je fais ce que j'ai à faire. Je fais mon entraînement, mon camp d'entraînement, ma diète, tout ce que j'ai à faire, je le fais correctement. Je prends mon adversaire au sérieux. Je viens pour le détruire. Mais le résultat, je m'en détache. Le résultat, ce sera le résultat, tu vois. Dès lors que toi, t'as rempli ta mission, ton devoir, t'as fait tout ce qu'il y avait à faire. Exactement. Après, je m'en remets au créateur. Si je dois gagner, je gagnerai. Et je serai content. Si je gagne pas, c'est comme ça. Je vais quand même remercier mon créateur, même si je perds, tu vois. Donc c'est comme ça. Donc la foi, elle a quand même une. Mais bien sûr qu'elle Elle te porte. elle me porte. Après, je mélange pas religion et mon sport. Mon sport est un sport qui est illicite dans ma religion. Mais le musulman, il va avoir sa religion qui va intervenir dans tous les aspects de sa vie. Tu vois, chaque seconde de sa vie, on s'en remet à son créateur. Est-ce que indirectement, c'est un tacle pour Doumbé, ce que tu viens de dire? De pas faire la promotion, en l'occurrence de l'islam? Parce que lui, il le fait beaucoup, enfin, il le faisait énormément à une époque. Non, franchement, pas du tout. C'est parce que même lui, il l'a affirmé plusieurs fois qu'il mélange pas sa religion et son sport. Et il l'a affirmé plusieurs fois que Non, son mais sport il est illicite. communiquait beaucoup là-dessus, tu vois. Non, il communique beaucoup là-dessus. Et en réalité, communiquer. Alors, il y a deux types de personnes qui communiquent. Il y a les hypocrites qui veulent Ouais. se faire passer pour quelqu'un. Et il y a les personnes qui, en ressentant un rappel ou en écoutant quelque chose, ils ressentent tellement quelque chose qu'ils ont envie de le partager aux autres. Moi, franchement, quand j'écoute les Doumbé, je sens que c'est la catégorie de la personne qui veut partager aux autres. Ça se voit que c'est quelqu'un qui est à fond dans sa religion. J'ai déjà parlé avec lui, c'est quelqu'un qui prend son truc à cœur, tu vois. D'accord. C'est pas un hypocrite, pas du tout. Non, c'est pas un hypocrite, c'est juste de peut-être, comme tu le dis, c'est la dualité entre, tu prêches pour ta religion, pour ta foi, t'incites les gens à croire, à agir mais à l'inverse, Il y a des incohérences, forcément. tu casses des bouches pour gagner ta vie, tu vois, et comme tu l'as dit, c'est proscrit dans ta religion. Il y a beaucoup d'incohérences dans ce qu'il fait. Ça veut Voilà. dire que, bien sûr, il parle de religion. Dans la foulée, il va venir essayer d'humilier quelqu'un, en l'occurrence moi, alors que je suis musulman aussi, tu vois. Mais, en fait, il faut se dire un truc, et il faut l'accepter, c'est que l'humain, il est pas parfait. C'est-à-dire que lui, il a des incohérences, j'en ai aussi beaucoup. Sauf que lui, son incohérence, ok, elle est plus publique que la mienne. J'ai aussi beaucoup de fautes. Je fais beaucoup de fautes, tout le monde fait des fautes, tu vois. La religion est parfaite, mais l'homme n'est pas parfait. Tu vois ce que je veux dire? Donc non, moi je trouve que c'est quelqu'un, il est correct dans ce qu'il fait. Après, oui, on mélange surtout pas notre sport et notre religion. C'est un sport qui est illicite, et pour toute personne qui est musulmane, je lui déconseille de faire ce sport. Nous, c'est compliqué parce qu'on est dans une situation où c'est la seule chose qu'on sait faire, et on essaie de sortir de là comme on peut, tu vois. Mais voilà, c'est quelque chose qui reste illicite et on en a conscience. Mais du coup, ça veut dire quoi? Des petits qui sont fans de toi, confession musulmane, S'il y a qui des gens... rêvent de devenir le nouveau Baki, tu leur dis ne marchez pas dans mes pas. Absolument, absolument. Et ne me prenez absolument pas pour exemple, je ne suis pas un exemple. Dans votre religion, on sait sur qui on doit prendre exemple. Donc non, il faut pas me suivre. Absolument pas. Bien sûr, si ça vous motive de faire du sport, parce que le sport c'est quelque chose de bien. Tu vas même taper dans le sac, tu peux. Mais se battre avec quelqu'un, c'est quelque chose d'interdit. Et je le répéterai toujours, ne prenez pas exemple sur moi. Alors que pourtant, dans les figures du MMA françaises et peut-être même internationales, tu prônes les bonnes valeurs, comme tu le dis. Il y a, à mon sens, jamais un mot plus haut que l'autre. En tout cas, il y a du chambrage, mais c'est jamais irrespectueux. Tu prônes des valeurs de sport clean, de manger proprement, d'être constant toute l'année. Ça reste des choses qui, à mon sens, devraient inspirer beaucoup de gamins, tu vois, beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes. Alors ils peuvent s'inspirer sur les valeurs, sur la détermination, sur plein d'autres trucs, tu vois. Franchement, il y a beaucoup de trucs à en tirer, forcément, parce que même moi, je l'ai tiré d'autres personnes qui sont des personnes que je trouve formidables. Maintenant, sur le truc basique qui est mon métier, mon travail, il faut pas prendre exemple dessus, tu vois. Ça veut dire que si une personne, par exemple, veut faire du sport pour son bien-être,
ou pour même apprendre à se battre, parce qu'apprendre à se battre c'est autorisé, il faut apprendre à se battre même. L'homme doit savoir se battre pour défendre sa famille, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'homme. Si ça le motive de regarder des combattants MMA, regarde, tu vois, pas de problème. Mais devenir professionnel ou faire des combats, ça c'est carrément passer à un autre stade, tu vois ce que je veux dire? Et donc, question suivante, si demain t'as un fils, tu lui interdiras de faire des sports de combat, du MMA? Je lui interdirai pas. C'est-à-dire que, tu vois, quand arrive un certain âge, de toute façon, un homme devient un homme. Il prend ses choix, il a sa responsabilité. Bien sûr, moi, dans mon éducation, je ferai tout ce qu'il y a à faire. Le plus beau cadeau qu'un parent peut faire à son enfant, c'est une bonne éducation. Ça veut dire que sur ce point-là, je lui expliquerai comment fonctionne la religion, etc., bien sûr. Mais arrivé à un certain âge, une personne qui est entêtée à faire quelque chose, tu peux pas lui en empêcher. Tu peux pas lui en empêcher parce que ça peut créer des problèmes, tu vois. Donc, je lui interdirai pas. Maintenant, je te coupe, excuse-moi, dans la culture tchétchène en plus, c'est très empreint les sports de combat, on le voit, on connaît les récits de Khabib bien sûr. Et ses frères, dès le plus jeune âge, tu vois, ça lutte, ça... En réalité, alors que c'est tous des gens de confession musulmane. On est tous musulmans, mais en fait la différence c'est que il y a ceux qui font de ça leur métier, mais par contre c'est vrai que c'est quelque chose qui est beaucoup vu parce qu'en fait chez nous tout le monde savent se battre. Tout le monde sait se battre, pourquoi? Parce qu'en fait c'est quelque chose qui est, comme j'ai dit, nécessaire chez un homme. Et ça veut dire qu'en fait quand tu développes cet esprit sport de combat, combativité, etc., c'est quelque chose qui est bon. Je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose qui est bon pour l'homme, c'est quelque chose qui est nécessaire pour l'homme. Et c'est quelque chose qui a été très bien compris dans notre région à nous du monde, tu vois. Et c'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de combattants. C'est parce qu'en fait, déjà de base, c'est dans notre culture de savoir se battre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très facile de se réorienter dans le sport, tu vois. Maintenant, est-ce que c'est ce qu'il faut faire, se réorienter dans le sport de combat pour en faire son métier? Non. Mais savoir se battre, oui, c'est une nécessité et mon fils saura se battre, bien sûr. Tu feras de la lutte avec papa. Il fera de la lutte avec papa. Bon, du coup, on a évoqué un petit peu son nom. On va pas faire un podcast sur lui, mais... Clairement, est-ce que au vu de ce qui s'est passé, à savoir pas grand-chose depuis votre combat, est-ce que tu as éteint la carrière de Cédric Doumbé? Non, je dirais pas que j'ai éteint sa carrière. Il y a eu un moment où il a été en off, forcément, après ce combat-là, parce qu'il peut plus jouer de son KO en 9 secondes, malheureusement pour lui d'ailleurs, parce que c'était quelque chose de quand même extraordinaire ce qu'il a accompli de mettre un KO en 9 secondes. Mais voilà, ça a rabaissé son truc un petit peu, tu vois. Ça veut dire que les gens, ils s'attendaient du coup à une nouvelle performance monstrueuse. Et c'est ça aussi un peu le problème du public français, c'est qu'ils en veulent toujours plus. Et si tu leur donnes pas, ils oublient tout ce que tu as fait derrière, tu vois. Donc forcément, c'est retombé un petit peu. Après, c'est aussi retombé pour moi parce que j'ai eu cette période hors combat. Mais non, on n'est pas sur une extinction de carrière et on attend la revanche pour le coup essayer d'éteindre la carrière, ouais. Ah, donc ça reste l'objectif. Ça reste l'objectif pour ce combat-là, oui. Pas mon objectif de vie, non. Je m'en tape sinon. Du coup, à notre premier podcast, ça avait d'ailleurs buzzé, t'avais dit qu'il était surcoté. Ouais. Est-ce que maintenant que tu l'as affronté, puisqu'à l'époque tu l'avais pas affronté, c'était finalement que de la spéculation, maintenant que tu as croisé le fer avec lui, avec Cédric Doumbé, est-ce que tu continues de dire qu'il est surcoté? Bah alors oui. En fait, il est surcoté pourquoi? Il y a des mecs qui sont dans le top 10 UFC, il y a des mecs qui sont même champions de l'UFC, qui sont pas aussi connus que lui. Donc si ces personnes-là, on part de l'estimation qui sont cotées normalement, si lui il est loin derrière et qu'il est 100, je sais pas combienième, c'est qu'il est surcoté ou pas? Mathématiquement, statistiquement, oui. En termes d'audience, tu veux dire? Oui, il est surcoté, il est trop vu pour ce qu'il a fait. Après, il est trop vu pour ce qu'il a fait en MMA. En kickboxing, oui, franchement, ce qu'il a accompli, c'est quelque chose de bien. Et le KO en 9 secondes, moi je suis d'accord. Et aujourd'hui, c'est une ère de divertissement, donc vu que c'est en un divertissement de ouf que tu fais, tu vas être beaucoup vu, beaucoup regardé, tu auras des abonnés. Mais beaucoup de gens sont surcotés en réalité. Peut-être même qu'on pourrait dire que... Tu sais, moi je m'estime que j'ai beaucoup d'abonnés en réalité pour ce que j'ai fait. J'ai 10 combats. Il y a des mecs, ils ont 20 combats, ils ont moins d'abonnés que moi. Tu vois ce que je veux dire? En fait, si on parle d'abonnement, d'abonnés, de hype, etc., oui, il est surcoté et beaucoup de gens sont surcotés. Maintenant, est-ce qu'il est surcoté en termes de niveau, etc. C'est de ça un peu oui, parce que l'audience, toi-même tu sais, des fois t'expliques pas pourquoi quelqu'un devient viral, pourquoi... Mais moi je pense qu'on parle plus de niveau, lui le premier il s'autoproclame comme le mec qui éteint tout le monde, tu vois, il le disait, Léon Edwards je le bois, machin je le bois, et trucs... Est-ce que réellement il éteint tous ces gens-là, tu vois, c'est ça... Alors franchement tu vas être surpris de ma réponse, mais je pense que beaucoup de noms qu'il a cités, il peut en éteindre pas mal en réalité, parce que tu sais, quand on parle de top 15,
ça veut pas dire que ces mecs du top 15 sont imprenables. Tu vois, c'est pas comme dans un jeu vidéo où le mec il est niveau 80, toi t'es niveau 10, tu peux pas le battre. Non, ça marche pas comme ça. En réalité, dans le top 15, moi actuellement, il y a des gens que je me vois les battre et je pense que Cédric il en bat aussi quelques-uns. Le truc, c'est que ça marche pas comme ça. En réalité, pour devenir top 15, il suffit pas que tu puisses battre un gars du top 15. Pour devenir top 15, tu dois gagner le droit d'affronter un gars du top 15. Donc avant de lui avoir le droit de l'affronter, il y a un long chemin à parcourir avec beaucoup de bons noms à affronter. Et une fois que tu as battu ce gars du top 15, tu prends sa place. C'est ça, devenir un vrai top 15. Après, si on doit venir et choisir l'adversaire qu'on veut dans le top 15 pour juste le battre et prendre sa place, c'est trop facile, ça marche pas. Ça marche pas, c'est pas comme ça, tu vois. Sinon, parce que sinon, même le champion, il y aurait des mecs dans le top 15 qui diraient ok, moi j'ai pas envie d'affronter tous les mecs du top 10, je veux juste affronter le champion. C'est un peu l'anglaise quand même, ça. C'est un peu le fonctionnement de l'anglaise. Moi, je te mens pas, je suis pas trop la boxe anglaise. Je regarde pas trop. Non, mais les match-up un peu pas choisis, mais tu sais, si ça ferait une belle affiche, ça ferait ci, donc on fait rencontrer ces gars-là, tu vois. Ouais, mais ça reste des mecs qui ont déjà passé des sphères, je suis d'accord. Tu vois, sûr, c'est pas les débutants, c'est. Mais ouais, en gros, c'est ce que je voulais dire, c'est que oui, Cédric, je pense que dans les noms qu'il a cités, bon, bien sûr, il est dans l'abus, on va pas se mentir, tu vois. Ça veut dire toi, tu te serais plaint à l'arbitre pour l'épine? Non, pas du tout. Non. Non, franchement, non. Je me serais même pas plaint de tout autre truc. En réalité, c'est pas l'arbitre de régler mes problèmes, tu vois. C'est à moi de régler mes problèmes. Alors après, moi, ce qui est bien, c'est que j'ai un niveau aussi au sol. C'est-à-dire que je pourrais me mettre par terre et dire, vas-y, viens, on fait du grappling, j'ai un truc au pied, vas-y, j'ai un truc. Mais non, lui, je sais pas ce qu'il a fait. Hein. Franchement, je te mens pas. Et du coup, la question que moi, je m'étais posée le premier avec beaucoup, c'est pourquoi quand il t'a dit, en gros, attends frérot, pourquoi tu l'as pas marbré En réalité, si tu me poses la question aujourd'hui, ouais, je l'aurais marbré. Parce que je savais pas comment il aurait réagi derrière. Moi, sur le coup, il m'a parlé amicalement. Tu sais, on faisait un beau combat en vrai, je te mens pas. C'était un combat. Ouais, c'était un beau combat. C'était un combat, il était bien, tu vois. Franchement, j'aime bien. C'était un combat qui était très réfléchi. En réalité, en termes de conditions, c'était un de mes combats les plus faciles. Parce que sur la partie cardio, difficulté, douleur, il n'y avait pas grand chose en réalité. Parce qu'en fait, c'était un combat qui était millimétré stratégique. Ça veut dire qu'en fait, c'était un combat qui était même, j'ai envie de te dire, agréable à faire. Parce qu'en fait, il fallait être concentré, il y avait de l'analyse, je regardais les réactions, je voyais que lui il regarde mes réactions. C'était un combat de haut niveau, tu vois. Et franchement, ça se passait bien. J'étais en train de dominer le combat. Et du coup, quand il me dit frérot, moi j'essaie d'avoir. Moi, je suis un gars, franchement, j'ai l'honneur dans le sang. J'ai l'honneur dans le sang. Taper un gars qui se plaint, c'est quelque chose. C'est pas mon premier réflexe, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est vrai que maintenant, j'ai eu une vision un petit peu différente avec le temps. Et comme je le disais, sur le champ de bataille, en réalité, je l'aurais abattu. Un mec qui se plaint, je l'aurais abattu tout de suite, tu vois. C'est la guerre. Si tu fais le parallèle avec une vraie guerre. Exactement. Et le combat, c'est né des arts martiaux, guerre. Bien sûr. Donc, normalement, c'est tuer ou être tué. Donc, maintenant, j'ai changé un petit peu cette mentalité parce que mon père, il m'a mis des petits coups de pression, tu vois. Il t'en a voulu, ton père? Ouais, mon père, il m'a dit que je devrais jamais avoir de pitié pour un gars ou le laisser se plaindre ou quoi que ce soit. Ouais. Ça veut dire qu'en fait, en vrai, il a raison. C'est qu'à partir du moment où je rentre dans la cage, je devrais. C'est bien beau de dire il aurait été tué sur le champ de bataille et tout, mais pourquoi tu l'as pas fait? Tu parles de champ de bataille, de combat, de guerre et tout, mais en réalité, je devrais voir le combat comme une guerre et quand je suis dedans, essayer d'abattre la personne en face. Pas d'essayer de juste gagner. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas allé au bout des choses, selon ton père? Selon mon père, sur ce plan-là, j'aurais dû l'abattre. Ouais. Et je pense vraiment que ça a beaucoup joué parce que là, sur cette dernière année, j'ai pas mal changé sur ma mentalité de combat. Donc c'est quelque chose que je vais montrer aussi prochainement. Ouais. Donc tu vas t'en nourrir de ce regret, un peu reproche? Ouais, c'est pas un regret parce que je regrette pas le passé. Moi, je regrette jamais les choses que j'ai faites. Sur le moment présent, quand j'ai fait ça, moi je voyais ça comme un acte honorable. Tu vois, je suis quelqu'un, voilà, le mec qui se plaint, je sais j'attends qu'il soit bien pour le réaffronter. Voilà, maintenant dans la foulée, l'autre il continue à jouer de ça pour dire qu'en réalité il est en train de gagner. T'as vu, ça veut dire qu'en vrai... Et la question que je m'étais posée, c'est est-ce que si ça avait été l'inverse, bon, même si tu me dis que ça aurait pas été l'inverse, que tu te serais pas plaint, est-ce que lui, il aurait pas essayé de te coucher pendant cet intervalle-là aussi, tu vois? Alors, comme tu dis, moi, je me serais pas plaint, mais imaginons que maintenant, c'est moi, je me plains d'une écharde et que je perds à cause d'une écharde. Tu penses vraiment que les gens, ils auraient dit non, il y a 1-1, je sais pas quoi, en vrai, t'étais en train de gagner? Jamais de la vie. Il lui serait encore en train de se moquer de moi aujourd'hui, Cédric, tu vois. Donc voilà. Donc, il y a une revanche qui se prépare? Ouais, moi, j'ai signé une revanche. Okay. J'ai signé une revanche parce que j'ai un contrat avec le PFL aussi. Okay. Donc j'ai signé une revanche, c'est en cours.
Et donc là, moi, j'attends juste qu'il soit prêt. Hein. Moi, je te mens pas, moi, je suis prêt depuis longtemps. Donc, Et il se passe quoi avec lui? T'as des nouvelles? Vous franchement, parlez? moi, Vous je êtes, parle pas avec lui. Je parle pas avec lui, je parle pas avec son équipe, je connais pas. Tu Qui vois. parle avec lui de ton équipe à toi? Personne? Personne parle avec lui. Nous, tout ce qu'on a, c'est les infos du PFL qui me disent qu'il est pas prêt. Donc c'est à lui de voir, tu vois. J'ai Moi- des souvenirs de story d'il y a 1 mois ou 2 où il faisait 100 kilos là. Ouais, j'avais vu ça. Il s'est un petit peu laissé aller, ça se voit, tu vois. Un peu beaucoup laissé aller, même, je te dirais. Donc, je sais pas ce qu'il fait, tu vois, honnêtement. Et je m'en tape en vrai. Tu vois, je m'en tape parce que tout simplement, c'est pas moi qui a besoin de la revanche. Ouais. Tu vois, moi, je vais prendre mon chèque dessus. C'est pour ça aussi que ça a pris du temps. Parce que j'ai dit, voilà, les gars, moi, j'ai gagné le combat. Plus gros chèque de ta carrière pour Ouais. l'instant? Ouais. Ouais. Donc, je leur ai dit, les gars, si vous voulez la revanche, ben, payez, tu vois. Je leur ai dit, j'ai gagné le combat. Pourquoi je devrais avoir une. T'as fixé un prix, t'as dit pour autant j'y vais? Exactement. J'ai eu même plus que ce que j'ai fixé. Ah, c'est signé déjà? Ah, c'est signé. C'est-à-dire que les gens, ils me reprochaient de trop demander parce que j'avais peur de la revanche. J'ai Ouais. eu plus que ce que j'ai demandé. C'est-à-dire que, tu vois, Ça veut dire que c'est magnifique. si j'écoute les gens, j'aurais dû accepter pour des trucs, pour des petites pièces. Ouais. Tout ça pour leur divertissement. Mais le problème, c'est qu'eux, ils voient leur divertissement. Ils pensent que moi, c'est mon divertissement. Moi, c'est mon travail. Eux, c'est leur divertissement. Donc, C'est inconscient de penser qu'un combattant il met son intégrité physique en jeu Pour rigoler. pour des miettes. Bah, bien sûr. Et en même temps, t'as des gens derrière leur télé qui bouffent des pop-corn, qui laissent des commentaires assassins. Mm. Et toi, faudrait que tu combattes pour 10 euros. Exactement. Ça, c'est des malades, les gens. En fait, dis-leur aux gens, tu vois, ils ont leur travail à eux, imaginons, je sais pas, ils sont dans la peinture Ouais. et tout. Tu vois, eux, ils veulent qu'on fasse des trucs pour leur divertissement. Vas-y, dis-leur une fois, vas-y, repeins les murs de chez moi pour mon kiff. Ouais, c'est On ça. va voir si tu le fais bien gratuitement sûr. ou pour 10 euros. Bah Non. ouais. Eux, pour leur travail, il va demander son prix, moi, pour mon travail, je demande mon prix. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? J'ai gagné mon combat. Ouais. Voilà, il y a eu une pression énorme, vous étiez tous contre moi à me dire je vais perdre et tout. J'ai gagné le combat. Ça veut dire que j'ai gagné le combat. L'autre, il s'est plaint d'une écharde. C'est vrai que c'est pas la plus belle manière de gagner le combat. Mais à la fin, Baki, on m'a levé la main. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? ouais. On m'a levé la main. T'es sorti Et la tête haute de la cage. J'ai sorti la tête haute de la cage et j'ai prouvé tout simplement que je suis pas le mec qui va venir et qui va prendre un KO, tu vois. Ça veut dire que en réalité, ce combat, même si d'après certains, c'est pas une victoire, c'est comme ils veulent. À ce moment-là, certains ont vu qui Les faits sont les faits, non? Les faits sont C'est les une faits. victoire. Les faits sont les faits. Il peut remixer le truc comme il veut, dire que c'est pas une vraie victoire. Il est allé voir la Fédération Française de MMA avec son avocat, etc. Mais non, Ils lui ont dit, frérot, t'as perdu. je sais pas ça. Ouais, bah, si la Fédération Française de MMA qui vont venir étudier le sujet, prendre un dossier, prendre du temps, etc. et te disent, frérot, t'as perdu le combat, reviens plus nous voir, nous casse pas la tête. Tu penses que c'est les Ça coups- n'engage que moi, mais je Et- pense pas qu'un samouraï il va se plaindre dans un bureau. Hein. Ah, je pense pas non plus. Hein. Bon, on va refermer la parenthèse Cédric Doumbé. Mm. Bon, la revanche, tu vas le coucher, c'est ça? Quoi qu'il arrive? Couché, je sais pas, mais je vais gagner, oui. Tu vas gagner. Je gagne tous mes combats, donc Inch'Allah, je vais gagner encore. Est-ce que ton goal, ça reste toujours d'aller à l'UFC, comme tu me l'avais dit lors du premier épisode, ou t'as un peu changé d'optique, peut-être d'autres orgas? En fait, tu vois, moi, j'ai pas envie de te donner des noms d'organisation. Tu vois, j'ai pas envie de te donner des noms d'organisation tout simplement parce que j'ai des contrats, etc. Mais moi, je vais te donner mon objectif, t'en fais tes déductions et en fait, ça répondra à la question. Moi, mon objectif, c'est de devenir le meilleur combattant de la planète. Mon meilleur combattant de la planète, il va être dans une organisation forcément parce que c'est un combattant. Il doit combattre dans une organisation. Je vais aller là où il est, tout simplement. Ça veut dire que s'il est à l'UFC, mon objectif final, ce sera d'aller chercher la ceinture de l'UFC pour lui prendre. S'il est au PFL, on va la chercher au PFL, peu importe. Moi, mon objectif, avant l'argent, c'est forcément de devenir le meilleur combattant du monde. Il y a une petite quête secondaire qui s'est faite avec l'histoire de Doumbé, avec un petit moyen de prendre de l'argent avant d'aller à l'UFC. On n'oublie pas que je suis jeune, j'ai le temps, tu vois. Donc, je fais ma petite quête secondaire. C'est bien, en plus, ça me permet de faire mes armes, devenir encore plus fort. Vers 25-26 ans, j'aurai normalement terminé mon contrat. Si l'UFC, c'est là-bas qu'il est le meilleur, on ira aller chercher le meilleur, tu vois, c'est tout. D'accord. Donc c'est l'UFC par la force des choses. Exactement. Mais pas l'UFC parce que l'UFC, quoi. Pas en tant que fanboy de l'UFC. Je suis pas fanboy d'une organisation, justement. Pas moi, je suis un gars qui veut atteindre son objectif, tout simplement. Ouais. Et tu penses qu'il te manque quoi pour atteindre ce statut de combattant ultime? Bon, alors certains vont dire que tant que t'as pas la ceinture, tu l'es pas. Mais en termes de skills, en termes de faiblesse à combler, peut-être à l'heure actuelle. Alors, pour te donner une statistique, beaucoup de combattants qui sont aujourd'hui considérés comme, on va dire, les GOAT de ce sport, etc., ont eu une phase où ils ont gagné beaucoup de fois au point, tout simplement parce qu'en fait, ils ont développé cette mentalité de vouloir dominer partout. Ça veut dire qu'en fait, chercher à être complet, c'est quelque chose qui va te permettre, en fait,
de ne pas avoir de faiblesse. C'est-à-dire que la personne va venir te chercher en lutte, tu vas aller le combattre en lutte. Il va venir te chercher en boxe, tu vas aller le combattre en boxe. Et ça veut dire que c'est quelque chose qui en réalité, ça va te faire progresser de ouf. Tu vois, tu vas atteindre un niveau qui va être stratosphérique en MMA. Mais du coup, il y aura une phase où forcément tu ne termines pas tes adversaires parce qu'en fait, tu acceptes tout ce qu'ils te donnent. Le mec, il est touché debout, il vient te chercher en lutte. Mais du coup, moi, vu que je suis un bon lutteur, au lieu de le repousser pour le reboxer, je le lutte aussi. Et c'est ça qui m'a causé beaucoup de victoires au point. C'est que si tu regardes mes combats, il y a des mecs, ils tenaient même plus debout, tu vois. Et pourtant, je les ai emmenés au sol, etc. Donc ça prenait du temps et ça s'est terminé, tu vois. Du coup, tu sais, moi je suis un gars un peu axé muscu quand même. J'aime bien, c'est mon domaine de prédilection. Toi, je sais pas, au vu de ton physique, on peut penser que t'es aussi un gars axé muscu. T'avais fait une vidéo notamment avec I'm Tarzan, le youtubeur. C'était une séance axée tirage, il y avait ton frère aussi dedans. Et t'avais dit un truc en rigolant un petit peu sur le ton de l'humour, c'était si j'arrive à avoir un physique de chargé sans l'être, bah, c'est magnifique en gros. Bah c'est vrai, en fait c'est vrai parce que du coup, moi c'est quelque chose qui revient souvent dans les commentaires. Par exemple, s'il y a un post qui sort où je suis balèze, tout ça, les mecs ils viennent souvent commenter en disant ouais il est chargé, tout ça. Après t'as des mecs qui répondent, qui disent ce mec il a été contrôlé plusieurs fois, pourquoi tu dis qu'il est chargé? Et malgré ça, la personne elle va venir et va dire ouais mais... Ils sont tous d'accord entre eux, ils sont tous dopés en réalité. Tu sais, comme s'il y avait un complot. Moi, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des interviews, je l'ai déjà dit plusieurs fois même publiquement. Moi, je suis un mec, même du Red Bull, je bois pas. C'est-à-dire que même les compléments alimentaires, faut me discipliner pour que j'en prenne. Genre, j'ai des compléments alimentaires chez moi. Et Tu tapes un petit pré-work quand même avant les séances. Pas du tout, rien du tout. Je bois Jamais même pas rien. de café. Regarde, tu m'as proposé un café avant, je t'ai dit je bois pas de café. C'est vrai. J'ai pas dit non, j'ai dit je bois pas de Ouais, café. tu m'as dit je bois pas de café, je peux Ouais. témoigner, c'est vrai. Tu vois. Donc c'est quelque chose. Moi, mon père, il m'interdit de boire du Red Bull, tout ça. Je bois pas de boisson, je bois que de l'eau. C'est-à-dire, tu peux pas dire que je suis chargé, tu vois. On m'a contrôlé un nombre incalculable de fois. J'ai même été dans la liste des cibles à un moment. Ça veut dire que je devais donner ma localisation, où je me trouve. Contrôle inopiné. Exactement. Ça veut dire que sans que tu sais, au moment où je m'attends pas, ils me contrôlent. C'est comme les trucs, c'est comme la BAC qui vient te chercher à 6h, ça c'est pareil ça, un peu. C'est Hein. ça. Ouais. On m'a déjà contrôlé en plus tôt le matin. On m'a déjà contrôlé tard le soir. Et ils ont jamais rien trouvé. Je pense, enfin j'en sais rien, mais si un jour tu tombes pour dopage, ton père il te met la tarte de ta vie là, non? Mais en fait, ça serait me trahir moi-même. Ouais. Ça veut dire que moi et mon père, on fait un travail ensemble limite. Ouais, ouais. Moi, mon père, il m'a construit mentalement. Comment je peux me doper? Hmm. Non, je me dope pas. Puis Et ouais, il frérot, me met une t'es- tarte de fou dans la vie. Dans la tête. T'es déjà monstrueux, qu'est-ce que tu vas rajouter? Franchement, j'ai pas besoin. Hein. Si je rajoute, je pense que ça peut être trop dangereux là. Pour les adversaires, bien Ouais, sûr. c'est pour les adversaires. Évidemment. Écoute, quelque chose auquel j'ai repensé et que j'ai préparé l'épisode, que tu m'avais dit pendant le premier podcast. Tu m'as dit, jusqu'à aujourd'hui, j'ai jamais trop croqué la vie. J'ai jamais vu la mer, j'ai jamais vu le bord de mer, par exemple. Du coup, je me demande si depuis 1 an et demi que tu as emmagasiné un petit peu d'oseille, que tu as gagné ta vie, etc. Est-ce que tu as changé un peu de mentalité? Est-ce que tu es devenu un kiffeur? Est-ce que tu es axé sur les biens matériels? C'est comment aujourd'hui? Franchement, tu sais, il s'en est passé des choses depuis. Hein. J'ai vu la mer finalement, du coup. J'ai voyagé, j'ai vu plein d'endroits. J'ai même allé au Japon. Je suis allé à Tokyo, Ok. tu vois. Franchement, alors que c'était un truc que j'ai toujours voulu faire parce que depuis petit, j'aime bien. Et franchement, ça a rien changé. Ça veut dire qu'en réalité, j'ai toujours ce truc de. En fait, je pense que c'est aussi le fait de trop attendre, tu vois. Ça veut dire que le fait de me dire que, tu sais, tout le monde parle de ça en mode c'est trop bien, c'est trop bien. Mhm. Moi, quand j'y vais, par exemple, à la mer, j'avais pas l'impression que c'est quelque chose d'exceptionnel. Ça fait plaisir parce que c'est quelque chose de naturel qui est grand, tu vois de l'eau à perte de vue. Mais je ressens pas quelque chose de particulier en voyant ça. Tu sais, j'ai toujours ce vide un petit peu. Le seul moment où franchement j'ai eu un truc que j'ai vraiment ressenti, c'est quand je suis allé faire ma Umrah à la Mecque. Mhm. Mecca et Médine, franchement, c'était magnifique. Là, j'ai ressenti vraiment des choses. Après, moi, je suis croyant, tu vois. Mhm. Ça veut dire que forcément, tu ressens des trucs, etc. Mais et encore, c'était, tu sais, par rapport à ce que les gens disent, c'était quand même quelque chose qui était beaucoup moindre. Après, je pense que les gens, ils en font toujours plus. Tu veux dire, t'as été déçu du pèlerinage? T'en Non, attendais plus? absolument pas. Je te dis juste que sur les ressentis, D'accord. il y en a qui te disent j'ai ressenti un truc de fou, Ok, ok. comme si j'allais m'effondrer par terre, tu sais, ils abusent. Ouais. Mais je pense que certains juste ils sont dans l'abus. Mais franchement ouais, ce voyage là c'est quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir, j'ai kiffé. Au final, j'ai apprécié c'est chaque ça. moment. C'est à l'opposé du kiffage matériel finalement, du c'est kiff- ouais, purement c'est spirituel. l'opposé, ouais, totalement.
Ok, donc t'as pas acheté une villa sur la Côte d'Azur, t'as pas... C'est rien Non, passé de tout ça. Franchement, non. Après tu sais, comme je t'avais dit aussi lors de la première interview, tu sais, ça, c'est quelque chose que mon père, il m'avait mis en garde plusieurs fois. Il m'avait dit, fais attention à ne pas être rassasié, tu vois. À ne pas être rassasié, à ne pas tomber dans ce truc-là, tu vois. Mais en réalité, c'est même pas une épreuve qui me touche. C'est-à-dire que mon père, il m'en a parlé, mais j'ai jamais dû faire face à ça, tout simplement parce que l'envie n'a jamais été présente en réalité. C'est-à-dire que j'ai jamais eu un désir pour des objets, un désir pour un lieu. J'aime bien partager des moments, j'aime bien voir les émotions chez des personnes. Du coup, j'aime bien offrir des choses, mais je suis pas fan d'acheter des montres, d'acheter des voitures. Après, si vraiment il y a un truc qui me fait kiffer, je vais l'acheter, tu vois, mais je suis pas dans le matériel, non. C'est vrai que ça diffère un petit peu parce que les combattants de ta génération, que je mentionne pas parce que ça les regarde et j'en ai rien à faire finalement, mais j'en vois beaucoup sur Insta qui s'affichent avec des grosses bagnoles, des montres, tu vois, full Vuitton, full Gucci sur les sapes et tout finalement, mais toi t'es resté, je vois ton sponsor là, c'est Foot Corner, c'est ça? Tout simplement, c'est ça. On fait la pub pour Foot Corner, c'est mieux que toutes ces bêtises, donc voilà. Envoyez un chèque les gars, Foot Corner là, Ah, sur le podcast. faut envoyer. Ok, donc tu gardes la tête sur les épaules quoi. C'est ça. Ça reste des vêtements, tu vois. Après, si vraiment, comme je t'ai dit, parfois ça arrive qu'il y a des trucs, vois, où j'aime bien, je me dis ça m'irait bien, tu vois. Je le prends, tu vois. Y a pas... Je suis pas non plus un mec, tu sais, qui vit dans la montagne et à qui faut pas parler. S'il y a vraiment un truc qui me fait kiffer sur le moment présent, je le prends. Mais je suis pas à la recherche du plaisir. C'est Pas ça dans la l'abus, différence. quoi. Ouais. C'est ça. C'est que moi, je recherche pas le plaisir. Si le plaisir vient à moi, se présente à moi, il se peut que je le saisisse, mais jamais je vais le rechercher. Et le Japon, parce que tu m'as dit que t'es allé au Japon, c'est quoi que t'es allé chercher là-bas? C'est quoi qui t'a marqué? En réalité, j'avais une interview avec Zach Nani. Ok. Donc c'était pour ça que j'ai été allé à la base. Il voulait faire un truc vraiment stylé au Japon, tout ça. Et en plus, moi, c'est toujours été un endroit que je voulais faire. Donc Tokyo, j'ai découvert et tout. C'était trop bien. Franchement, c'était trop bien. J'ai kiffé. Et franchement, le Japon, c'est un voyage que j'ai envie de refaire carrément. Parce que j'en ai pas assez vu, malheureusement. J'ai beaucoup vu Tokyo, parce que du coup, c'est la mégalopole. Mais je pense que je ressentirais plus de trucs à voir les villes genre Osaka, tu sais, un peu plus naturelles, Tokyo, enfin Kyoto. Et tout ça, malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir, donc peut-être que j'y retournerai, ouais. Et t'as peut-être fait un parallèle, je pense, avec le côté martial, le code de l'honneur, tout ça, non? Un petit peu dans la mentalité japonaise, tu l'as eu ça? Franchement, ce que j'aime beaucoup avec le Japon, tu sais, c'est qu'il y a, malgré que c'est un pays qui a rien à voir avec le mien, la Tchétchénie, il y a un truc vraiment qu'on retrouve là-bas, c'est l'honneur. Et je trouve même que les gens là-bas, ils ont une détermination. C'est parce que toute détermination vient de quelque chose. Beaucoup des gens ici dans l'Occident, la détermination, elle vient de l'ego de la personne. Ça veut dire que la personne, elle veut prouver au monde que c'est elle, etc. Tu vois, en mode c'est moi le plus fort, ou c'est moi qui nanana, tu vois ce que je veux dire? Là-bas, au Japon, la personne, elle va pas avoir trop d'ego. C'est-à-dire que limite, elle va se présenter à toi, elle va limite te mettre devant elle, Sur un piédestal. voilà, sur un piédestal, etc. Mais il a quand même une détermination phénoménale, donc je comprends pas, tu vois, au début. Mais en réalité, la détermination de chez eux, elle vient de la partie honneur. Tout simplement parce que la personne, elle veut faire honneur, tu vois. Elle veut se faire honneur à sa famille, elle veut faire honneur à ses proches. Et c'est quelque chose qui est en eux depuis toujours. Tu sais, les samouraïs, ils voulaient faire honneur à leur daimyo. Donc c'est quelque chose qui est chez eux. Et nous, chez les Tchétchènes, en vrai, on a aussi ce truc avec l'honneur. Parce que, tu sais, on a des familles. Et une des choses qui est vraiment une des pires choses qui peut toucher un Tchétchène, c'est faire honte à la famille, tu vois. Au point de faire ce que font les Japonais, le harakiri pour, entre guillemets, se suicider si t'as déshonoré ta famille, ça pourrait arriver ça? Non, chez les Tchétchènes, on se suicide pas parce qu'on est musulman. Et le suicide, il est haram, tu vois. Mais on peut se sacrifier, oui. Il y a beaucoup de Tchétchènes qui se sont sacrifiés dans les périodes de guerre, etc. Tout simplement parce que pour eux, c'était inacceptable que quelqu'un touche à leur famille ou quoi. C'est vraiment... les Tchétchènes, ils vont très loin quand l'honneur, il est en jeu. On a une phrase d'ailleurs chez nous qui dit que l'honneur est plus important que la vie, ouais. T'es quand même vachement spirituel, j'ai l'impression, pour ton jeune âge. Hein. Je veux pas faire le vieux con, tu vois, mais j'ai l'impression que tu réfléchis beaucoup, tu te questionnes beaucoup sur même des choses qui vont au-delà du combat, j'imagine, tu vois, un peu de... Je sais que t'es fan d'astronomie. T'as d'autres passions comme ça, des trucs que les fans savent pas un petit peu, de comment qui occupe son temps? Non, franchement, tu sais, le fait d'être spirituel, de beaucoup réfléchir, etc.,
c'est parce que, surtout, je parle beaucoup avec mon père, tu vois, et c'est lui qui me met des bons trucs dans la tête. Et après, le fait que moi, derrière, moi, je suis un gars, je m'ennuie beaucoup en vrai, tu vois, hors de mes entraînements. Surtout qu'en ce moment, l'industrie du jeu vidéo, c'est un peu éclaté. C'est-à-dire, je m'ennuie beaucoup. T'attends GTA 6? J'attends GTA 6, mais franchement, je sais même pas s'il va être bien. Et ça veut dire qu'en fait, à force de t'ennuyer, au bout d'un moment, t'as pas le choix de réfléchir et tu commences à réfléchir à des trucs bien. Et t'arrives à te construire en fait. Et l'ennui, je pense que c'est quelque chose de bien, tu vois. Avec ça, j'ai découvert Merci. que l'ennui, c'est quelque chose Merci de le qui dire. franchement, c'est quelque chose qui est nécessaire même, tu vois. Ouais. qu'en Ça fait, demande beaucoup de maturité de le dire ça. En fait, l'ennui, on le voit de manière négative, mais il faut pas utiliser le terme ennui, je pense, mais plus utiliser le terme réflexion. Ouais. Et le truc, c'est que si tu es occupé et que tu es distrait, en réalité, tu réfléchis peu. Beaucoup de personnes, même, ils écoutent de la musique. Et en fait, écouter de la musique quand il se passe rien, c'est une mauvaise chose. Pourquoi ? Parce que tout simplement, tu écoutes les réflexions d'une autre personne. En réalité, c'est ça, hein, une musique. Une personne qui va chanter, qui va avoir des paroles dans une musique, il parle de son quotidien, il parle de ses pensées à lui. Tu sais, il va dire que voilà, gna gna gna, j'ai fait ça, j'ai Souvent chopé c'est la du mytho en voiture. plus. Enfin, si on parle le rap fait, français, tout ça, tout le monde, il c'est tous ment des gangsters. il ment sur ses pensées en fait, tu vois. Ouais. Mais du coup, toi, t'écoutes les pensées de quelqu'un d'autre, mais pendant ce temps, toi, tu réfléchis pas. Tu vois, tes réflexions, elles sont mises à stop. Et ça fait que le mec, il peut arriver vite à 25-30 ans et avoir une mentalité. Le mec, il a rien construit dans sa tête, tu vois. Je suis ravi que tu le dises et sincèrement, je pense pas que moi, à 23 ans, j'avais le recul et la lucidité, tu vois, de tenir ces propos, à savoir que l'ennui est bénéfique, profitable. Après, ça demande aussi de la lucidité, tu vois, d'être capable de se dire, ok, je suis tout seul dans une pièce, j'ai pas forcément besoin d'avoir TikTok ou une PS5 pour m'occuper. Faut être discipliné, hein, parce que tu sais, il y a une dopamine là-dedans, dans ces trucs-là. Donc forcément, tu dois avoir la discipline de dire, je veux pas. T'as vu, nous, notre corps, il est attiré parce que c'est une substance chimique qui est agréable, qui nous donne du kiff. Et le fait de dire non, je vais pas vers ça, c'est quand même un effort. Et moi, je te mens pas, j'ai eu la chance en fait que l'industrie des jeux vidéo c'est devenu éclaté, limite. Parce qu'en fait, c'est parce que ça me fait pas kiffer que je m'ennuie en réalité et que je réfléchis, tu vois ce que je veux dire. Mais ça se trouve, il y aurait eu des jeux vidéo de fou, en vrai, on n'en serait pas là, tu vois. Peut-être que je serais là en train de te dire, ouais, j'attends que le prochain combat, tu sais, avec une mentalité assez simple en vrai. Donc, après, je pense que les jeux vidéo, ça fluctue dans comme tu dis, les bangers et les trucs éclatés. Ouais, mais là, il y a beaucoup mais de trucs éclatés. Les livres, par exemple, c'est un truc qui, depuis que le monde existe, il y en a, tu vois. Et c'est vrai que je sais que quand on est jeune, c'est pas un truc que spontanément on va prendre, tu vois. On va pas se dire, tiens, je prends un bouquin et je le lis, tu vois. Alors qu'en réalité, quand on a des livres autour de soi, en théorie, on est garanti de jamais s'ennuyer finalement. En fait, le truc, c'est que c'est une dopamine qui est légère. Tu vois, c'est pas une dopamine qui est intense comme les livres. Ouais, mais tu t'enrichis intellectuellement, spirituellement. Et c'est une dopamine saine parce qu'en fait, tu vas ressentir un plaisir après avoir terminé le livre et avoir tout appris, enfin pas tout appris, mais avoir vraiment approfondi un sujet grâce à ce livre ou appris quelque chose qui est vrai, tu vois. Alors que la personne qui va être là à scroller par exemple TikTok, chaque fois qu'il scrolle, il voit une nouvelle vidéo qui va durer 10-15 secondes où il va voir un truc marrant ou un truc qui va lui apprendre quelque chose, mais en 10 secondes, il va l'oublier dans 10 secondes, tu vois. Et aussi, il y a la petite dopamine, parce qu'en fait, il y a une dopamine qui existe, c'est la dopamine d'attendre la dopamine. Ça veut dire qu'en fait, le fait qu'il sache pas qu'est-ce qu'il va avoir juste après, ça fait un petit kiff, ça fait que la personne, en fait, elle a envie de scroller pendant des heures, tu vois. Et ça, c'est très, très intense. En vrai, on s'en rend pas compte, mais c'est une dopamine qui est très, très puissante. Et ça veut dire que la personne, si elle est pas habituée à lire un livre et qu'elle est habituée à scroller TikTok, tu lui demandes de lire un livre, bonne chance, parce que déjà elle n'est pas habituée à être concentrée longtemps, parce que toutes les 15 secondes c'est un nouveau sujet qui a rien à voir avec le précédent. Et au-delà de ça, la dopamine elle est trop légère. Ça veut dire que la personne elle n'arrive pas à se dire ok, donc là je vais lire un livre pendant par exemple 2-3 jours, 4 jours, le terminer, apprendre un truc et avoir un petit kiff à la fin. Non, il va préférer se dire vas-y, tu sais quoi, je préfère kiffer. Mais bon, c'est le problème, c'est le fléau de notre génération. Et aujourd'hui, c'est quelque chose, on essaie de se battre contre ça, tu vois. Et je peux en parler, mais je suis dans la même galère que vous. Ouais, après, on est tous. Heureusement, je suis pas trop fan de scroller, etc. C'est toi qui tiens tes réseaux ? Ouais, les DM, tout ça, c'est toi, les posts ? Globalement, c'est moi. Après, il y a des petits trucs, c'est géré par mon équipe, tu vois, mais la grosse partie, c'est moi. Et ouais, et du coup, en fait, moi, j'essaie de faire ce qu'il y a à faire en termes de pro dans mes réseaux. J'aime bien regarder un petit peu, tu vois, ce qui se dit, etc., ce qui me concerne surtout, mais suivre juste zapper mon fil d'actualité comme ça, franchement, ça me fait pas kiffer. Moi, c'était vraiment mon kiff, c'était les jeux vidéo,
Mais vu que l'industrie du jeu vidéo s'est éclatée, ben on s'ennuie un peu, tu vois. Du coup, pour terminer un petit peu les réseaux, t'as fait une question-réponse il y a pas longtemps là en story. Ouais. Et je me souviens, t'as partagé la story, il y avait je sais pas combien de dizaines de milliers de... T'as des questions un petit peu que peut-être j'aurais oublié de mentionner aujourd'hui, qui reviennent souvent de la part de tes fans. Tu voudrais... Bah franchement, là tout de suite, je trouve qu'on a posé des bonnes questions et j'ai pu m'exprimer sur beaucoup de sujets que j'aime bien m'exprimer, donc c'est quelque chose de carré. Après, les questions qui revenaient souvent, c'était surtout pour me demander est-ce que je me sentais bien après toute cette absence pour mon combat. Les gars, moi ce que je peux dire, c'est que je prépare une dinguerie, ça veut dire que vous allez voir l'évolution et franchement j'ai hâte d'être le 16 mai pour le montrer, tu vois. T'as un pronostic quand même? Si tu dois te mouiller sur quel round, comment? Ça va être un combat en 5 rounds. Ouais. Moi je peux te pronostiquer un finish. T'as le cardio pour 5? Oui, clairement. J'ai un cardio pour 5. J'ai un très bon cardio en vrai. J'ai un très bon cardio. Juste si on se crame pas, bien sûr. Mais moi, je sais, j'ai une très bon gestion de cardio aussi, donc ça va bien se passer. Et ouais, moi, je vais pronostiquer un finish. Premier, deuxième, un truc comme ça. Donc les gens vont voir un mec tomber. Un mec tombé, ouais. Ou un étranglement ou une clé. Ouais, mais je pense plus un mec tombé. Je sens que t'as envie de mettre à profit l'anglaise, non? Bah, on sort de ce cycle-là, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que là, on a adapté ça au MMA en plus. Ça fait mal. Je vois dans les sparring, ça fait mal. Ça veut dire que... Tu vois, je suis pas un gars qui me dit je vais faire ça et je vais le faire. Parce que ça fait un effet tunnel. Ouais. Et quand t'as un effet tunnel, c'est dangereux pour toi. Tu peux te faire contrer, tu peux perdre. Mais moi, je vais y aller au flow, tu vois. Au flow, tranquillement. Tu vois, dans le traité des 5 roues de Miyamoto Musashi, une des roues, c'était le vide. Le vide, c'est la sensation de flow. Et tu vas arriver avec le flow et faire ce qu'il y a à faire de manière inconsciente, sans réflexion. Tu laisses ton corps faire ce qu'il y a à faire. Et vu que j'ai beaucoup travaillé l'anglaise, il y a une bonne patate qui va passer et ça va tomber. Et ça va tomber. Et ça va tomber. Écoute, je pense que c'est une bonne manière de conclure. Ouais. Si Thiago Lima il comprend le français et qu'il voit le passage, il va avoir les genoux qui claquent un peu. Ouais, ou alors il va se méfier, je sais pas, on va voir. Il va se méfier. Ouais, je pense qu'il va se méfier. Écoute, en tout cas, j'espère que ce sera un beau combat. Évidemment, moi, je vais le suivre en direct. Merci Baki, merci Avec infiniment. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter avant qu'on conclue? Non, franchement, c'était un plaisir. Merci Vincent, franchement, c'était un kiff. Merci de me recevoir pour la deuxième C'est fois. un honneur, c'est un plaisir, c'est un honneur, les deux en même temps. Ouais, et on espère se revoir encore pour un prochain À podcast. Dubaï, on se revoit aussi à Dubaï, on Avec passera plaisir. du temps, on ira manger, on ira s'entraîner. Avec plaisir. J'adorerais. À titre perso, moi les amis, je vous dis merci encore pour d'avoir visionné l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Je mettrai les réseaux de Baki en description, même si il n'a pas spécialement besoin du podcast Ça dit quoi pour sa popularité, mais voilà, pour ceux qui le découvrent, je vous invite à le suivre. Comme vous le voyez, c'est un gentleman fighter, donc c'est appréciable, très mature pour son âge. Moi, je vous invite juste à aller voir le challenge Attitude 60. C'est quelque chose que j'ai créé, qui est gratuit. 60 jours pour vous changer la vie, que vous soyez un homme, une femme, jeune, pas jeune. C'est quelque chose qui rejoint un peu plein de choses dont on a parlé avec Baki aujourd'hui, à savoir le physique, mais pas que, beaucoup de psychique, de spirituel, de psychologique. Voilà, et je le pense vraiment, encore une fois, ça peut vous changer la vie. C'est sur vincent-isartel.com, allez voir ça. Et puis abonnez-vous à la chaîne, mettez la petite cloche pour avoir le prochain épisode. Et puis merci encore Baki, et merci à son équipe qui est toujours aussi formidable. Et puis à très bientôt sur Ça dit quoi. Ciao.